Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence. Merci à Cédric Durand et Stefano Palombarini d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et merci aussi à l'EHESS de bien avoir voulu nous prêter ses locaux pour qu'on puisse organiser cet événement. Donc cette conférence est organisée à la fois par l'association Forum, qui est une association créée par des étudiants nanterrois afin de promouvoir le pluralisme en sciences sociales, notamment à travers l'organisation de conférences. Et cet événement est aussi organisé par l'association AMIES, association composée des étudiants actuels et des ex-étudiants du master Institution économie et société de Nanterre. Donc justement, à propos de ce master, puisque cet événement est aussi l'occasion pour nous de faire la promotion de ce master, qui est un des rares masters hétérodoxes en France et qui regroupe à la fois des économistes et des sociologues. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui font ou ont fait ce master dans la salle. Et si jamais il se trouvait des personnes dans la salle qui voudraient intégrer ce master, nous ferons un plaisir de répondre à vos éventuelles questions. Moi, Clémence, il y a aussi Nélo, Simon et puis tout un tas d'autres étudiants. Voilà. Donc j'en viens à ce qui constitue le cœur de notre sujet ce soir. Cédric Durand, donc, vous êtes maître de conférence à Paris 13. Vous avez publié entre autres Le capitalisme est-il indépassable en 2010, En finir avec l'Europe en 2013 et Le capital fictif en 2014. Stefano Palombarini, vous êtes maître de conférence à Paris 8 et vous avez publié avec Bruno Hamal L'économie n'est pas une science morale en 2005. Et le livre qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, L'illusion du bloc bourgeois, en 2017, toujours avec Bruno Hamal, que vous avez publié peu avant les élections présidentielles. Et dans ce livre, vous proposez un cadre d'analyse qui permet d'appréhender la recomposition du paysage politique français depuis les années 80, recomposition qui est toujours en cours. Et c'est donc ce livre, comme je le disais, qui a inspiré cette conférence, comme le titre de la conférence en témoigne. Donc, ce qui vous rapproche, c'est que vous êtes donc tous les deux économistes, hétérodoxes, critiques, je pense qu'on peut dire, et vous avez tous les deux une approche qui étudie le capitalisme et plus largement le monde social à partir de ces crises. Or, il nous a semblé que c'était un point de vue particulièrement pertinent puisque le mouvement des Gilets jaunes semble être le symptôme d'une crise pluridimensionnelle, une crise à la fois sociale, économique et politique, d'où notre invitation. Je vais maintenant laisser la parole à Clémence, qui va nous faire un bref rappel chronologique de ce mouvement des Gilets jaunes dont on va parler ce soir. Merci. Oui, un rappel, surtout pour essayer de souligner les évolutions qu'il y a eu depuis le début du mouvement, qui a commencé donc il y a 5 mois, en prenant plusieurs formes, plusieurs modes d'action, des actions de type blocage de ronds-points, de plateformes logistiques, des opérations péage gratuit, mais aussi des mobilisations dans des moyennes et grandes villes tous les samedis à partir du samedi 17 novembre. Donc commencer à l'occasion d'une contestation contre une augmentation de taxes sur le carburant. Les revendications étaient principalement centrées sur le pouvoir d'achat et se sont élargies et semblent aujourd'hui se cristalliser sur la mise en place du référendum d'initiative citoyenne et la démission d'Emmanuel Macron. C'est un mouvement qui a été traité au départ avec une certaine sympathie par les médias et notamment les chaînes d'information en continu et par la droite, mais qui s'en sont détournés à partir du mois de décembre. En revanche, ce qui a évolué de façon plus favorable au mouvement, c'est l'attention croissante portée aux violences policières qui étaient presque ignorées jusqu'au mois de janvier, mais qui restent toujours niées par l'exécutif. Et en ce qui concerne la réponse de l'État au mouvement, la seule réponse politique qui a été apportée, c'est une intervention télévisée du président le 10 décembre, où il annonçait entre autres une augmentation de la prime d'activité et le lancement d'un grand débat national dont les conditions ont d'ailleurs été mises en cause. Et à part ça, c'est une réponse essentiellement répressive, policière et judiciaire, avec de nombreuses interpellations préventives, des ordres illégaux de maintien en garde à vue qui auraient été donnés,
et de nombreux blessés, au point que l'ONU a demandé une enquête à la France à ce sujet. Et c'est aussi une réponse législative avec la loi dite anti-casseurs auquel le gouvernement a apporté son soutien. Donc le mouvement des Gilets jaunes est le plus grand soulèvement français depuis mai 68 et il est toujours aujourd'hui soutenu par 50% de la population française. Et il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites et écrites sur ce mouvement, mais on souhaitait en proposer une analyse du point de vue de la crise du capitalisme français. Donc on a préparé quelques questions pour nos invités qui vont, on l'espère, animer le débat. Et la dernière demi-heure sera consacrée à vos questions. La première question qu'on avait, c'était, puisque vous avez tous les deux publié des articles au sujet des Gilets jaunes en faisant référence à ce concept de bloc bourgeois, est-ce que dans un premier temps, Stefano Palambarini, vous pourriez nous présenter ce cadre d'analyse que vous avez forgé avec Bruno Amable et la façon dont vous l'appliquez au mouvement? Et est-ce que par la suite, Cédric Durand, vous pourriez nous dire dans quelle mesure vous souscrivez à ce diagnostic et... Voilà. Ça marche. C'est allumé ou pas? Non, il faut que ce soit levé. Comme ça? Non. Ah, excusez-moi. Donc, merci de l'invitation d'abord et merci d'être là. Je vais essayer de rappeler très rapidement le cadre analytique qui nous a permis d'identifier l'émergence du bloc bourgeois. Alors, vraiment en 3 mots. Qu'est-ce que c'est un bloc social d'abord? Le bloc social, c'est un projet politique qui propose une certaine vision de l'avenir souhaitable, qui décline cette vision dans des politiques publiques qui fonctionnent comme une médiation entre des intérêts sociaux hétérogènes. Et donc les projets politiques produisent par là une alliance d'effets entre des classes sociales différentes. Bon, et qui éventuellement, cette alliance, c'est celle qui amène au projet politique les soutiens dont il a besoin pour exister politiquement, si c'est un soutien majoritaire, nous on parle d'un bloc social dominant. Et donc, l'histoire qu'on raconte dans l'illusion du bloc bourgeois, c'est l'histoire d'abord de la crise des 2 blocs sociaux traditionnels, le bloc de droite et le bloc de gauche, et qui est très largement liée à une ambition, disons, réformatrice, c'est présenté comme ça, mais qui en réalité, c'est l'ambition de rapprocher le capitalisme français du modèle anglo-saxon. Cette ambition existe depuis très longtemps dans le bloc de droite, au moins depuis la révolution conservatrice du début des années 80. Ça existait dans le bloc de gauche, ça existait par la deuxième gauche dans les années 70, qui est l'héritière, comme on le montre dans le bouquin, d'une tradition qu'on appelle moderniste, qui est une tradition, disons, réformatrice dans le sens que j'ai dit. Simplement, cette ambition, ce projet de réforme du capitalisme français en direction anglo-saxonne, fracture, qui est présente dans les 2 blocs, dès les années 80, fracture très vite les 2 blocs. Donc on voit qu'elle est présente pour le bloc de droite. Il faut avoir en mémoire Chirac, Premier ministre en 86, qui est très thatchérien. Peut-être vous êtes toujours trop jeune pour vous rappeler d'Alain Juppé en 95, mais qui était porteur aussi de cette ambition-là. Ces tentatives échouent parce que le bloc de droite, il est désuni. Il y a une partie, notamment la partie populaire du bloc de droite, qui ne veut pas d'une réforme aussi brutale du capitalisme français. Et une histoire différente, mais analogue à celle-ci, est celle du bloc de gauche, avec la deuxième gauche qui devient majoritaire au sein du Parti socialiste, en gros, dès la première élection de Mitterrand, et qui, dans son action de gouvernement, sauf quelques brève parenthèse, mais jusqu'à la présidence Hollande, se caractérise par ces tentatives de réforme qui fracturent aussi les blocs de gauche. Et donc cette fracture des 2 blocs, on la voit déjà clairement quand on analyse les résultats du référendum de Maastricht en 92. On voit bien qu'il y a un non perdant, mais très massif, qui est transversal par rapport aux 2 blocs et qui est très, très fort parmi les classes populaires, aussi bien les classes de droite, à droite que celles qui ont l'habitude de voter à gauche.
On retrouve cette crise en 2002 avec l'exclusion de Jospin du deuxième tour de la présidentielle et Jean-Marie Le Pen qui est présent au deuxième tour. On la retrouve encore plus fort dans le résultat du référendum constitutionnel de 2005 et on la retrouve en général par le fait que pendant 40 ans, tout gouvernement sortant a été battu aux élections. C'est vrai depuis la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est en réaction à cette crise qu'émerge le projet du bloc bourgeois qui est en gros effectivement, comme le dit Macron, ça il faut le prendre au sérieux, qui est un projet qui va au-delà de la droite et de la gauche, au sens qui ne correspond plus aux alliances sociales traditionnelles, et qui réunit dans une alliance nouvelle la partie haute, les classes moyennes, les classes privilégiées, qui étaient dans le bloc de gauche, et les classes moyennes et privilégiées, qui faisaient partie du bloc de droite, et qui réunit ces classes autour d'un projet qui a la réforme néolibérale vraiment à sa base. Donc la réforme néolibérale est complètement centrale dans le projet du bloc bourgeois. C'est pour ça que, aussi que dès notre bouquin, on prévoyait, et je pense que ce n'était pas compliqué une fois qu'on comprenait la logique politique qui était à l'œuvre, qu'une fois élu, Macron serait passé très vite d'une réforme à l'autre. Et en même temps, la centralité de ces projets de réforme du capitalisme français dans la constitution du bloc bourgeois est portatrice d'une contradiction majeure qui explose avec les Gilets jaunes, mais je pense que les Gilets jaunes, c'est un premier signe de cette contradiction, il y en aura d'autres. Et c'est la contradiction entre un bloc formé autour d'un projet de réforme profonde du capitalisme français, en sachant que quand on veut changer des institutions, chaque changement institutionnel est porteur d'un conflit social, parce que les institutions congèlent un certain rapport de force à un moment donné, dans ce qu'on appelait des compromis institutionnalisés. Donc une fois qu'on remet en cause une institution, on ouvre de nouveau un conflit qui avait été relativement réglé, pas dépassé, mais réglé justement par règles sociales institutionnalisées. Donc un bloc porteur de conflits sociaux, de ce point de vue, dans son programme, le porteur de conflits sociaux, quand on rouvre quand on remet en cause les règles qui organisent le marché du travail, ou qui organisent la protection sociale, ou qui organisent la fonction publique, etc., on ouvre une série de conflits, et c'est au cœur du programme du bloc bourgeois, et en même temps, ce bloc bourgeois, par nature, est minoritaire, parce que même en prenant les cas les plus complets d'intégration totale des classes moyennes et hautes dans le bloc bourgeois, on arrive à peu près à 25%, c'est-à-dire pas loin du résultat de Macron au premier tour de la présidentielle. C'est très difficile d'aller au-delà sans intégrer une composante de classe populaire. Et donc, un bloc minoritaire qui, par nature minoritaire, et par constitution porteur du conflit social, c'est son destin d'engendrer une opposition sociale majoritaire. Et dans ce sens, je pense que les Gilets jaunes, ce n'est pas un phénomène surprenant, et c'est peut-être juste le premier signe d'une opposition sociale grandissante. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un très grand plaisir d'être là et de discuter avec vous de cette question des Gilets jaunes. Et je trouve aussi que c'est une bonne illustration de ce à quoi peut servir l'économie hétérodoxe et l'économie politique. Et en particulier ce concept de bloc bourgeois que moi j'aime beaucoup, que je me suis approprié à l'occasion, et qui me semble extrêmement intéressant pour deux raisons. Parce que c'est à la fois un concept qui est un concept théorique, c'est-à-dire qui permet de comprendre des choses, d'éliminer des mécanismes, mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi un concept qui est un concept stratégique. Il pose des problèmes, il pose des questions de l'action, il pose des questions de la transformation. Et il le fait de manière finalement extrêmement forte, hein, puisque ce qui est posé dans votre livre et dans l'argumentaire que vous développez depuis un moment, c'est la nature conflictuelle des institutions, mais également la fragilité des équilibres institutionnels actuels. Donc ce point de départ est un point de départ que je trouve extrêmement important. Alors paradoxalement, il y a un aspect qui est peut-être moins présent dans votre analyse et dans ce concept de bloc bourgeois, c'est la dimension idéologique, proprement idéologique, hein, de la constitution d'un bloc bourgeois ou d'un anti-bloc bourgeois. La dimension, alors c'est important l'idéologie, hein, c'est vraiment important pour... on peut penser à l'idéologie avec Althusser, hein, c'est quoi l'idéologie pour Althusser? C'est la manière dont on se représente, hein, sa situation personnelle ou en tant que collectif par rapport à une totalité.
Une autre manière de le dire, c'est de dire que c'est une conception du monde qui permet de déployer des pratiques. On peut encore dire, avec Frederick Jameson, un autre philosophe, c'est une carte cognitive, c'est quelque chose qui permet d'agir. Bon, eh bien, le bloc bourgeois, il est aussi porteur d'une idéologie. Et il est aussi puissant par cette idéologie, par cette capacité de déborder son propre espace d'intérêt et de coaliser autour de à la marge, dirons-nous, de ça. Et dans la crise du bloc bourgeois, il y a la crise des intérêts qui est vraiment au cœur, et moi je pense que c'est vraiment, vous avez raison de mettre énormément l'accent là-dessus. Mais un des acquis de ce mouvement, c'est qu'il met en crise idéologiquement ce bloc bourgeois. Il fait apparaître au grand jour sa situation minoritaire. Alors peut-être juste pour donner bon, on a été, je pense, tous et toutes surpris par ces formes. Il faut saluer l'énergie politique qui est apparue à cette occasion-là. Et c'est quelque chose qui a vraiment traversé l'ensemble des espaces organisés sur le plan politique et social. Donc il y a une espèce d'énergie un peu vitale qui était là à l'œuvre, qui est sans doute un produit de l'histoire longue, mais qui a surpris. Mais c'est quelque chose qui donc met en danger le bloc bourgeois du point de vue idéologique. Et là, je voudrais vous donner une illustration. C'est Olivier Blanchard, donc ancien économiste, un collègue, ancien économiste en chef du FMI. Il tweetait, donc je vais vous le lire en français, j'ai traduit en français. Il tweetait le 6 décembre dernier, donc en plein mouvement des Gilets jaunes. Se pourrait-il que, compte tenu des contraintes politiques pesant sur la demande de redistribution et les contraintes liées à la mobilité des capitaux, nous ne soyons pas en mesure de réduire suffisamment les inégalités et l'insécurité pour prévenir le populisme et les révolutions? Question, qu'est-ce qui vient après le capitalisme? Excellente question, Olivier Blanchard, excellente question. Alors, donc, une mise en crise idéologique du bloc bourgeois, on peut illustrer ça comme ça, qui, du coup, nous renvoie à peut-être... parce qu'on travaille dans cet espace-là aussi. Lorsque je dis que c'est un concept stratégique, c'est aussi un concept qui permet de travailler ces visions du monde et d'en faire des choses qui sont actives politiquement. Et finalement, il y a un noyau néolibéral qui est ce noyau qui a attaqué les Gilets jaunes et les classes populaires qui ont été marginées, qui sont à l'extérieur de ce bloc bourgeois. Et ce noyau idéologique du néolibéralisme, je dirais que c'est 4 éléments qui aujourd'hui sont en crise. Le premier élément, c'est l'efficience des marchés, l'efficience allocative des marchés. Le second élément, c'est l'efficience dynamique des marchés. C'est tout l'argument néo-schumpeterien sur la dynamique de l'innovation par la concurrence. Le troisième élément décisif, c'est la question de la responsabilité fiscale, de l'austérité. Autrement dit, le monopole accordé aux capitaux privés sur l'investissement et donc sur le niveau de l'emploi et de la croissance. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose de décisif dans la fragilisation des classes populaires. Et puis, dernier élément, c'est la question de la... est-ce que j'arrive à me relire ? De la souveraineté du consommateur individuel. C'est-à-dire que l'individu est pris isolément et responsable non seulement de sa consommation, mais aussi entrepreneur de lui-même, donc c'est l'individu néolibéral. Bon, ce qui est intéressant, c'est que, là aussi je fais un peu un clin d'œil aux formations qu'on peut avoir ici à l'UES, c'est que les hétérodoxes sur ces différents points ont beaucoup de choses à dire. Bon, l'efficience des marchés, l'hétérodoxie se construit sur cette idée que les marchés ne sont pas efficients, qu'il y a du déséquilibre, qu'il y a des institutions qui sont construites. La question de la dynamique schumpeterienne, là aussi il y a beaucoup d'éléments qui sont apportés sur la nécessité de projets de long terme, le rôle de l'État, c'est Mazzucato sur l'État entrepreneur, etc. La responsabilité fiscale, c'est déjà un peu ancien, mais c'est extrêmement fort, c'est Kalecki. Et l'idée de Kalecki sur le fait qu'il ne faut pas laisser à la classe des capitalistes le monopole de la détermination du niveau de l'emploi et de l'investissement. Et puis enfin, la souveraineté du consommateur individuel, c'est l'idée de construire des destins collectifs. On peut par exemple... penser à la manière dont Florence Janicatrice pense la planification. Elle dit que la planification, c'est en fait un commun, c'est un projet commun qui est croisé. Bon. Voilà. Donc, je vais peut-être m'arrêter là pour le moment, mais c'est aussi cette dimension idéologique que je pense que c'est un peu notre travail. Les Gilets jaunes ont fait entrer en crise à l'échelle nationale ce bloc bourgeois sur le plan idéologique. Et bien, une de nos responsabilités, tous en tant qu'on est ici, c'est de travailler ce terrain idéologique qui a été ouvert. Et le concept de bloc bourgeois est un très bonne entrée. Stéphano, je ne sais pas si vous voulez répondre sur l'idéologie, parce que c'est un sujet que vous traitez dans votre premier livre avec Bruno Happ, je crois. Oui, peut-être, je pense que ça reviendra dans la discussion. Ça va que je suis beaucoup plus pessimiste de Cédric, mais certainement ce qu'il dit sur l'idéologie, c'est une dimension absolument centrale. Il ne faut pas du tout imaginer des attentes sociales qui seraient déterminées par les positions qu'occupent les agents dans l'espace économique, disons. L'auteur de référence pour moi, pour
pour ça, c'est Gramsci. C'est-à-dire que la politique ne fait pas que répondre à des demandes qui se formeraient dans la sphère économique. Une des dimensions de l'autonomie du politique, c'est toute la dimension du combat hégémonique, c'est sur la formation de ces attentes, donc sur la vision du monde qui oriente les attentes sociales. Et donc, effectivement, le bloc bourgeois a pu émerger. Je pense que la première fois qu'on avait identifié cet espace politique que Macron a occupé, c'était en 2005, avec Dirk Guillot. Et pourquoi, et si vous avez ça en mémoire, en 2007, François Bayrou avait candidaté sur une position, en gros, identique à celle de Macron 10 années plus tard. Et il avait eu un bon résultat, mais il était arrivé 3e. Alors, une des questions que je me pose en ce moment, c'est qu'est-ce qui a changé au cours des 10 dernières années? Et je pense qu'il y a eu des changements idéologiques majeurs, justement dans le sens du néolibéralisme et des différentes dimensions de l'idéologie néolibérale que Cédric rappelait, qui sont diffusées dans la société française sous Sarkozy, sous Hollande, et qui sont aujourd'hui beaucoup plus fortes qu'elles ne l'étaient même il y a 10 ans. Et je pense que c'est ça qui a changé entre Bayrou, qui fait, je crois, je ne sais plus son résultat, mais il est 3e autour de 14%, je crois, et Macron qui gagne. Je pense que ces changements idéologiques-là sont à prendre en compte. Alors, le point sur lequel je suis plus pessimiste que Cédric, je pense que cette idéologie néolibérale va au-delà de la frontière du bloc bourgeois, va au-delà de l'alliance entre les classes moyennes et autres qui forment le bloc bourgeois, et que il y a une dimension idéologique, il y a une dimension politique aussi, j'anticipe peut-être sur ce qui viendra après, mais concrètement, au-delà de la perception qu'ont les agents de leurs intérêts, il y a aussi eu des réformes majeures dans la relation salariale qui font que cette idéologie libérale, je pense, s'est diffusée, y compris à l'intérieur d'une partie des classes populaires beaucoup plus, qui est présente aujourd'hui beaucoup plus qu'il y a 10 ans, et sûrement beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Ça vient de penser au rôle de la précarisation, de la désintermédiation, de la délégitimation des syndicats, de la négociation centralisée qui est minorée par rapport à la négociation d'entreprise, etc. C'est toute une série de dynamiques qui vont dans le sens de faciliter la diffusion de l'idéologie néolibérale, y compris parmi des groupes qui ne sont pas protégés par la réforme néolibérale et qui donc subissent, comme dirait Gramsci, la capacité de direction des classes dominantes. Alors, on aura une question suivante sur l'écologie, puisque le mouvement est né, comme on disait en introduction, de la contestation contre une augmentation de taxes sur le carburant. Et il se trouve que cette taxe a été conçue ou pensée dès 2013 pour financer le CICE. Donc, pensez-vous qu'on peut analyser le mouvement des Gilets jaunes comme le symptôme d'une écologie néolibérale ou d'une tentative d'instrumentalisation néolibérale de l'écologie? Et puisque ce mouvement est concomitant avec les mobilisations pour le climat, qui témoignent d'une impatience croissante vis-à-vis de l'incapacité de l'État à la fois à assurer une forme de justice sociale et à prendre des mesures écologiques significatives. Pensez-vous qu'il peut y avoir là une alliance qui conduirait à l'échec de cette instrumentalisation? Donc oui, deux questions. La première question, je ne vais peut-être pas développer énormément, mais effectivement, la notion d'une taxe carbone, on peut voir ça comme surtout les usages qui avaient été prévus de cette taxe carbone vont dans le sens d'une instrumentalisation néolibérale de l'écologie, mais plus fondamentalement, c'est le pari que par les signaux prix, la transition écologique pourrait être menée. Je pense que c'est ça le vrai noyau du problème. Alors avec un effet distributif par ailleurs, qui était effectivement tout à fait régressif et qui explique la réaction, c'est une écologie de classe antipopulaire en fait.
ce type de dimension. Donc c'est d'ailleurs intéressant, vous savez par exemple qu'au sein de Podemos, il y a eu une bataille pour savoir s'ils allaient ou pas soutenir une taxe carbone il y a quelques mois. Et finalement, ils ont décidé de ne pas le faire sur cet argument-là. Mais c'est-à-dire que même au sein de la gauche, hein, la perception des effets distributifs de ce type de fiscalité n'est pas toujours bien compris, alors que bon, quand on regarde les choses de près, c'est assez évident. Alors sur la deuxième question, qui est la question la plus... peut-être la plus urgente, la plus importante, c'est à savoir la possibilité d'une convergence entre des mobilisations qui sont parties contre cette taxe carbone et sur des questions de pouvoir d'achat et de justice fiscale, et d'un autre côté, les mobilisations écologiques. Ce qui saute aux yeux d'abord, c'est leur différence. Ce n'est pas du tout les mêmes milieux sociaux. Donc ça, c'est la première chose. Elle n'est pas là, la convergence. Elle n'est pas spontanée. Elle ne va pas apparaître toute seule. Donc c'est quelque chose qui doit être construit. Et cette construction n'est pas impossible. Donc il y a à un moment donné, il y a un slogan qui, en fait, c'était dans une interview au Monde. Ce slogan était apparu, il était très bon. C'était l'idée d'articulation entre fin du mois, fin du monde. Et donc cette idée qu'il y a deux temporalités qui sont toutes les deux aussi légitimes l'une que l'autre, qui sont incommensurables et pourtant qu'il va bien falloir réussir à articuler si le mouvement social veut prendre en charge finalement cette question de la transition écologique. Alors, de quelle manière ça pourrait s'articuler? Qu'est-ce qu'on a comme élément pour penser une articulation possible? Alors, les acquis de l'économie hétérodoxe, de l'économie écologique sur ces différents points sont intéressants. Moi, je retiens 4 choses qui ne sont pas articulées telles quelles, mais qu'on pourrait essayer de penser ensemble. La première, c'est un des acquis de l'écologie écologique, c'est un des pionniers de cette discipline, c'est Daly. Et Daly, il dit, voilà, il faut une décroissance matérielle. Une décroissance matérielle, c'est-à-dire la quantité de matière utilisée dans nos économies doit décroître. Et je pense que cet impératif est un impératif qui doit être intégré, qui doit vraiment être pris comme quelque chose d'essentiel. Comment on fait avec ça un projet qui soit pas un projet, qui soit un projet qui puisse devenir minoritaire? Et de ce point de vue-là, il me semble qu'il y a une tentative qui est aujourd'hui en cours aux États-Unis, peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, c'est l'initiative de Green New Deal autour d'Ocasio-Cortez. Et cette initiative, elle est assez intéressante. Alors là aussi, elle ne sort pas de rien. Par exemple, ceux qui suivent bien l'actualité des post-keynésiens, ils sauront que quelqu'un comme Bob Pauline, qui est basé à l'université de Amherst, a écrit beaucoup sur le Green New Deal, a fait beaucoup de travaux là-dessus, sur la manière de financer ses impacts sur l'emploi, la formation, le bouclage macroéconomique, etc. Donc ça, c'est une idée qui est importante. Pourquoi? Parce que dans ce projet de Green New Deal, il dit en fait 2 choses. Une première chose, c'est la transformation écologique avec donc des objectifs impératifs quantitatifs. Je reviendrai sur cette idée d'objectifs impératifs quantitatifs qui ne soient pas des objectifs en valeur. Et d'autre part, un objectif de prospérité sociale partagée, de justice sociale, à travers une création massive d'emplois. Bon, et bien ce projet-là, on retrouve des idées clés. L'idée de la création massive d'emplois, c'est une idée d'État employeur en dernier ressort, c'est une idée de Hyman Minsky qui est portée aujourd'hui en lien avec la transition écologique. L'idée que tout le monde a sa place, tout le monde peut avoir un emploi dans cette transition écologique est quelque chose qui crée des possibilités d'une condition de convergence entre les différentes attentes. Sur le deuxième point, sur la question des objectifs quantitatifs, il y a des choses qui sont faites, il y a de la planification écologique qui existe de manière très insuffisante, très problématique, mais qui du point de vue des mécanismes n'est pas inintéressante. Aujourd'hui, le plan chinois actuel, 2016-2020, il comporte au niveau national 33 objectifs. Sur ces 33 objectifs, il y en a 16 qui sont des objectifs écologiques, qui sont tous impératifs et qui sont tous quantitatifs physiquement, en termes de toxicité des rivières, acidité des rivières, surface recouverte par les forêts, niveau d'émissions de CO2, etc. Aujourd'hui, la France, elle n'arrive pas à suivre les objectifs qu'elle se donne. Ce n'est pas des objectifs qui sont impératifs. Bon, un mécanisme de planification peut permettre d'ajuster l'économie à ces impératifs écologiques qu'on se met en place. Mais le dernier élément, c'est sur lequel j'insisterai, qui pour l'instant n'est pas présent dans les différents éléments institutionnels qui existent, c'est la question de la construction des besoins. Aujourd'hui, de la construction sociale des besoins, non pas la responsabilité, la culpabilisation individuelle des consommateurs pour consommer responsablement. C'est quelque chose qui est... ceux qui travaillent sur la grande distribution savent que le business de la grande distribution et du commerce est de toute façon d'augmenter, de quelque manière que ce soit, le volume de consommation et non pas d'apporter une satisfaction aux consommateurs. La question de quoi a-t-on vraiment besoin est une question que doit se poser aujourd'hui l'économie politique, sur laquelle il y en a très peu d'entre nous qui travaillent, et qui est une question qui, au regard des enjeux de la transition écologique et de sa soutenabilité sociale, est essentielle. Donc pour résumer, oui, c'est pas facile, ça ne va pas de soi la convergence entre ces deux mouvements, mais ça peut se construire, et ça fait partie encore les hétérodoxes sont des outils pour penser ça.
Je pense que la réponse de Cédric est très complète, je n'ai pas énormément ajouté. Donc sur la première question, c'est clair que l'écologisme du bloc bourgeois et de Macron, c'est un habillage rhétorique qui va dans une direction. Justement, Cédric a raison sur ce point, les Gilets jaunes ont un rôle important. Ils empêchent Macron de se présenter comme un progressiste. Ce qu'il a fait pendant sa campagne, c'est qu'il essaye encore de faire sans plus y croire, je pense. Et donc, dans sa bouche, tout ce qui est protection de l'environnement, c'est juste de l'habillage rhétorique. Évidemment, une taxe carburant avec des recettes qui devaient aller financer les CIC, ça dit tout, mais il y avait déjà eu la démission d'Hugo avant, qui était clairement le signe que la dynamique sociale et économique impulsée par Macron, c'est une accentuation de la dynamique qui a produit les déséquilibres qui menacent la planète. Donc, il n'y a pas d'écologie compatible avec la politique du bourgeois. Donc, tout ce qui est dit de ces côtés-là sur l'environnement et la protection des équilibres planétaires, c'est de l'instrumentalisation en clair. Sur la deuxième question, je suis assez d'accord avec Cédric. Que ce soit la fin du mois qui motive les Gilets jaunes ou la fin du monde qui motive les mouvements sur la protection du climat, c'est de l'énergie qui demande à être canalisée dans des projets politiques. Bon. Et on peut avoir des projets politiques très différents pour canaliser l'énergie qui vient des Gilets jaunes. On peut avoir des projets, au-delà des instrumentalisations, on peut avoir des vrais projets politiques pour canaliser l'énergie qui vient des inquiétudes très fondées sur l'avenir de la planète. Et éventuellement, Cédric a donné un aperçu. Moi, je vois plus mon rôle comme celui d'un analyste, donc je ne me vois pas moi-même dans la position de proposer des projets. Je regarde les projets qui existent. Pour l'instant, effectivement, la convergence entre les deux mouvements, ça me paraît difficile, mais en principe, oui, des projets qui permettent la convergence de ces deux luttes-là, moi, sont concevables. Déjà, j'invite les retardataires, s'ils le veulent ou s'ils ne veulent vraiment pas, ils ne sont pas obligés, mais ils peuvent s'asseoir, il reste encore des places assises. C'est comme au tennis, entre les points, vous pouvez faire du bruit, il n'y a pas de problème. Bon, tant pis. Donc, comme je le soulignais dans l'introduction, c'est un mouvement qui est une composition assez hétérogène, avec des profils assez différents, qui regroupe donc, en tout cas au départ, peut-être un peu moins qu'aujourd'hui, qui regroupait des salariés précaires, des chômeurs, intérimaires, petits patrons, des indépendants. En fait, comme vous disiez, tous les perdants des réformes néolibérales, semble-t-il. Et je voulais savoir, est-ce que vous pensez que ce mouvement peut être le point de départ de la composition de ce qu'on pourrait appeler un bloc anti-bourgeois qui s'opposerait au bloc bourgeois? Est-ce que ça implique une relecture à ce moment-là de la vision classiste des luttes sociales? Et enfin, ma dernière question, est-ce que vous pensez qu'il y a, parce que ce mouvement se présente comme apolitique, c'est construit en dehors des partis et des syndicats, est-ce que vous pensez qu'il y a une force politique qui serait capable d'offrir une issue politique à ce mouvement? Alors, je pars de l'analyse que j'ai fait des Gilets jaunes en sachant que c'est un mouvement complètement nouveau. Hein. Donc c'est très mouvant. En plus, c'est pas sûr du tout que le mouvement Gilets jaunes d'aujourd'hui corresponde au mouvement Gilets jaunes de décembre. Mais il y a pour aller vers une réponse à la question, il y a des points qui me paraissent importants à souligner si on regarde les revendications, disons, portées par les Gilets jaunes. Le premier point, c'est qu'effectivement, au cœur des revendications, il y a des thèmes liés aux politiques publiques, il n'y a pas du tout, de façon absolument marginale, des thèmes liés à l'identité nationale, au contrôle de l'immigration, des choses comme ça. Ce qui est complètement central, c'est d'une part des demandes disons, renouveau de la vie démocratique en France, avec le référendum d'initiative citoyenne, et d'autre part, une demande très forte des pouvoirs d'achat et des services publics. Ça, c'est un premier point.
le deuxième point, qui me paraît aussi important à souligner, c'est que dans ces revendications qui portent sur la politique économique et sont très, très liées à la préservation ou même à une relance de l'activité des services publics et des soutiens du pouvoir d'achat, ce qui m'a frappé depuis le départ et qui m'a donné à réfléchir, c'est disons, l'absence des revendications qui portent sur les relations de travail. Il faut quand même avoir en tête qu'en 2016, à l'époque de la loi El Khomri, il y a eu un énorme mouvement social d'opposition qui a perdu, mais un mouvement très fort d'opposition avec une série de manifs qui ont fonctionné, en sens qu'il y avait beaucoup de monde. Bon, après la loi El Khomri est passée, derrière il y a eu les ordonnances Macron sur le travail, mais je n'ai pas vu dans un seul document des Gilets jaunes demander qu'on revienne sur ces réformes, qu'on revienne sur la loi El Khomri ou qu'on revienne sur les ordonnances Macron. Ce qui est tout de même assez frappant pour un mouvement d'opposition frontale à Macron. Alors, comment expliquer cela? Et effectivement, si on regarde la composition sociologique de ces mouvements, ça combine des classes qui étaient auparavant séparées par le clivage droite-gauche. Il y a des salariés, il y a des petits patrons, il y a des indépendants, il y a des commerçants, il y a des artisans, etc. Et qui, sur la relation salariale, disons, par les types d'intérêts dont ils sont porteurs, ils sont sur des positions différentes. Je veux dire, un artisan qui a des apprentis, des faux apprentis. Un artisan qui a des salariés, mais avec des contrats d'apprentissage, donc très mal payés, vous lui dites non, mais il faut des règles pour lesquelles s'ils font du boulot des salariés et qu'ils ne sont pas en apprentissage, il faut leur faire un contrat de travail. L'artisan, évidemment, il sera contre cette idée, alors que des salariés en contrat d'apprentissage sont en faveur. Donc, et ils se retrouvent ensemble dans le même mouvement. C'est ça le prix, je pense, à payer dans la perspective d'un bloc anti-bourgeois, c'est qu'on peut imaginer, et je dirais un mot sur l'Italie, on peut imaginer un bloc de ce type à condition que la relation salariale soit aux marges du projet. Et mettre la relation salariale en dehors du projet politique qui viserait l'unification d'un bloc anti-bourgeois, ça revient à valider les réformes néolibérales dont la relation salariale est l'objet. C'est possible de le faire, surtout dans un contexte idéologique assez favorable au fait que voilà, l'interlocuteur, ça aussi c'est visible dans les Gilets jaunes, l'interlocuteur des Gilets jaunes, ce n'est pas les employeurs, ce n'est pas le patronat, c'est le gouvernement. Quand on demande du pouvoir d'achat, c'est au gouvernement qu'on le demande, ce n'est pas aux employeurs. Et donc, cette position-là, ça devient envisageable à partir d'un contexte idéologique dont on a parlé tout à l'heure, à partir de la rupture de solidarité de classe qui vient des réformes des relations salariales qui ont été menées. Et donc, il est possible, ce n'est pas la fin d'une analyse en termes de classe, c'est possible qu'on aille vers un bloc anti-bourgeois qui ne serait plus construit, qui serait symétrique du bloc bourgeois. Donc, il n'est plus construit sur l'axe droite-gauche, il n'est plus construit sur le conflit capital-travail, et il se construirait au moins rhétoriquement, sur un conflit peuple contre élite. Voilà. C'est l'expérience italienne, dans laquelle on a quelque chose comme un bloc anti-bourgeois qui a succédé au bloc bourgeois au pouvoir, et dans la continuité de la politique néolibérale. Et ce qu'on constate aussi, si on regarde l'Italie, c'est que ce bloc anti-bourgeois a du mal à tenir la route, notamment dans sa composante salariée. Il a du mal à tenir la route parce qu'au bout d'un moment, le problème politique posé par les réformes néolibérales se pose à ce bloc. Si vous suivez un peu l'Italie, les mouvements 5 étoiles, qui pour schématiser à l'extrême, ça serait l'aile gauche de ce bloc anti-bourgeois, est en pleine crise, et la Ligue, qui est l'aile droite du bloc anti-bourgeois, est en pleine ascension. On peut imaginer facilement, si on regarde l'Italie, bon, après il faut voir jusqu'à quel point c'est transposable pour la France, mais c'est le bloc anti-bourgeois
ça se présente de plus en plus comme une passerelle vers un bloc de droite recomposé dans lequel, disons, la base de la droite et de l'extrême droite se retrouveraient ensemble. Alors, je partage l'étonnement de Stéphano et l'inquiétude qui est liée. Et on n'est pas les seuls à avoir été surpris, le patronat aussi a été surpris. La preuve en est le succès de la prime Macron. La prime Macron, donc Macron a demandé au mois de décembre aux entreprises de faire un geste pour les salariés, il y aurait une prime qui serait défiscalisée. Et toutes les grandes entreprises ont accordé cette prime et un très grand nombre de petites entreprises. D'après les Échos, ils ont fait un sondage, il y avait 74% des entreprises qui ont accordé des primes en moyenne de 550 €. Donc c'est quelque chose qui a tout de suite réagi. Alors comment expliquer ce succès de la prime Macron ? Eh bien tout simplement parce que le patronat a craint une contagion du mouvement des Gilets jaunes vis-à-vis du monde de l'entreprise, qui se transforme éventuellement en grève. Ça n'a pas du tout eu lieu, effectivement. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui était attendu, qui a été perçu comme une menace pour le patronat. Alors, tu proposes une réponse à cette absence, l'idée que finalement, je ne sais pas, peut-être que je trahirai un peu ta pensée, mais l'idée que le néolibéralisme a tellement affaibli la position des salariés organisés collectivement dans le cadre de la relation salariale qu'il n'y a plus rien à en attendre de ce terrain de lutte. On peut le voir de manière un peu différente, mais pas contradictoire, avec l'idée que c'est aussi parce qu'il y a une série d'attaques qui ne passent pas principalement par le terrain salarial. C'est ce que David Harvey appelle l'idée d'accumulation par dépossession. L'idée qu'une série de décisions politiques peuvent toucher autre chose, d'autres cercles à la relation salariale et pourtant jouer un rôle important dans la génération des profits en faveur des classes dominantes. Et c'est assez parlant dans le cas de Macron, puisque donc il y a effectivement la réforme du droit du travail qui est essentielle, mais il y a aussi toute une série d'autres réformes sur les questions fiscales qui ont très directement favorisé les plus riches et qui ont été immédiatement perçues comme une attaque directe de la part des classes populaires. Et c'est quelque chose qui intervient dans un contexte d'affaiblissement de la relation salariale au sens large, cette fois-ci de la protection sociale, de la qualité des services publics. Donc, et c'est quelque chose qui intervient aussi beaucoup qualitativement dans ce on sait du mouvement des Gilets jaunes. Non seulement il y a la question du pouvoir d'achat qui est importante, mais la question des services publics, du territoire. C'est des choses qui sont extrêmement présentes également. Donc peut-être une lecture un peu différente, c'est-à-dire pas seulement une forme de... Enfin, l'idée que ça réponde à un type d'attaque aussi nouveau, qui s'ajoute, si on veut, à ce qui a lieu sur le terrain de la relation salariale, est quelque chose qui peut peut-être permettre de comprendre pourquoi il y a cette dimension directement politique. En tout cas, c'est une hypothèse qui me semble peut-être éclairer un tout petit peu différemment ce que tu as raconté. Je voudrais peut-être sinon évoquer brièvement aussi ce qui complète un peu ce que tu dis sur l'Italie. Il y avait un édito, pas un édito, mais une chronique de Wolfgang Münche dans le Financial Times il n'y a pas très longtemps, qui m'a fait très chaud au cœur. Le titre c'était Le futur appartient à la gauche. Alors de dire ça et pas à la droite, c'était bien précisé dans le titre. Donc c'était vraiment très sympathique. Et quel était en fait son argument ? Son argumentation, c'était bien de dire qu'il y avait cette crise du néolibéralisme aujourd'hui qui ne fonctionnait pas, mais que la droite qui est en train de se reconstituer, le populisme de droite, que ce soit en Italie, que ce soit avec Trump, ne répondait pas à ses propres attentes. N'arrivait pas à reconstituer un minimum de dynamique économique pour emporter l'adhésion des classes populaires et s'épuiser dans sa rhétorique xénophobe. Un peu, ça commençait à tourner à vide. Alors que les questions qui étaient les questions qui montent en puissance, c'est la question des inégalités, les questions du changement technologique et de son impact sur le travail, les questions du changement climatique, c'est des questions sur lesquelles il se crée des choses aujourd'hui, il se pense des choses à gauche. Et donc, alors ça éclaire à moitié la question des nouvelles luttes, nouvelles classes. Moi, je ne dirais pas à proprement parler qu'il y a de nouvelles classes. Je pense que la question de comment on est en mesure de reproduire ces conditions d'existence surdétermine tout, et donc reste quelque chose qui prend des formes différentes, mais reste absolument central. Mais par contre, la manière dont ces clivages se déplacent, oui, le mouvement des Gilets jaunes montre que ça se déplace. Il n'y a plus un face-à-face direct avec le patronat, une médiation politique différente a lieu. Alors, peut-être une dernière chose, à une toute petite pointe, c'est peut-être pas qu'une mauvaise nouvelle. Je pense que c'est d'abord une mauvaise nouvelle, effectivement, parce que ça crée de la confusion. Mais d'un autre côté, ce n'est pas seulement une mauvaise nouvelle, parce que ça pose directement la question de l'organisation, la question politique directement. C'est quelque chose qui, dans les réponses qui émergent pas pour l'instant dans le mouvement, mais dans les questions qui sont posées, c'est des questions qui sont directement politiques et qui donc ont peut-être une dimension un peu plus, plus de long terme. Sur les revendications,
du mouvement, et notamment le référendum d'initiative citoyenne qui est devenu central. Donc cette revendication est reprochée au mouvement par une partie de la gauche qui la considère comme pas assez internationaliste ou pas assez anticapitaliste. Est-ce que pour vous, cette revendication, cette question démocratique devenue centrale témoigne d'une vision libérale ou consensuelle de la politique qui est trop attachée à l'existence d'un intérêt général? Non, je ne pense pas que l'accent sur le référendum d'initiative citoyenne soit le signe d'une vision néolibérale de la politique. Je pense qu'en premier lieu, c'est le signe d'une crise politique qui est devenue une crise démocratique profonde en France. Si on revient à ce que j'ai raconté au départ sur la fracture des blocs sociaux traditionnels, sur l'émergence d'un bloc social nouveau, mais minoritaire, porteur de conflits, cette crise politique, au sens où nous l'entendons comme absence d'un bloc social dominant, c'est-à-dire d'une alliance sociale suffisamment forte pour valider politiquement la médiation qui en est à l'origine, une absence aussi prolongée sur 40 ans des blocs dominants, ça peut se répercuter assez logiquement sur une espèce de crise de confiance dans les mécanismes démocratiques. On le voit aussi quand on regarde la dynamique du taux d'abstention en France, c'est évident aussi qu'il y a une maladie démocratique en France. Et dans cette perspective-là, je pense que la première chose à dire sur l'accent de... Bon, après, avec ses limites, avec les critiques qu'on peut faire, mais à la base, c'est une demande de renouveau de la démocratie, donc, qui n'a pas forcément un signe néolibéral. La deuxième chose que je voulais dire sur cette centralité du référendum d'initiative citoyenne est liée à ce que je disais tout à l'heure, c'est le complément de l'absence des revendications portant sur la relation du travail. Un mouvement, quand il se construit, il essaye de se construire sur les thèmes qui font son unité. Donc on met à l'écart les thèmes qui divisent et on met au cœur du mouvement les thèmes qui unissent. C'est dans la logique d'un mouvement social. Et donc effectivement, la crise démocratique, je pense qu'elle est ressentie par l'ensemble des classes populaires, aussi bien par celles qui ne sont plus représentées par la droite que par celles qui depuis longtemps ne se sentent plus représentées par la gauche. Et donc, après, si on veut donner une interprétation plus politique à la centralité du référendum, effectivement, c'est pas avec le néolibéralisme, mais c'est effectivement un instrument qui... Je dis ça sur la base de l'expérience italienne, dans laquelle il n'y a pas de référendum de ce type, mais les 5 étoiles ont beaucoup insisté sur cette espèce de pouvoir fictif pour les 5 étoiles. De la base de décider pour le mouvement par des sortes de référendums via Internet qui faisaient dans le mouvement, c'est un instrument qui est cohérent avec une vision du nouveau clivage qui n'est plus droite-gauche, mais qui est peuple-élite. Donc les élites, c'est les élus. Okay, il faut avoir des élus, mais il ne faut pas les laisser aller trop loin, parce que sinon ils s'isolent du peuple. Il faut que le peuple soit là pour les contrôler, et éventuellement pour décider à leur place par des référendums sur des thèmes les plus variés. Donc s'il faut une lecture plus politique du référendum d'initiative citoyenne, il est effectivement cohérent par l'émission d'un clivage nouveau, qui est le clivage, disons, peuple-élite ou aussi nation, globalisation. Enfin, il y a plusieurs possibilités d'interpréter ce nouveau clivage. Voilà. Moi, j'aurais deux remarques là-dessus. La première, c'est peut-être, malgré tout, considérer effectivement qu'il s'agit d'une faiblesse du mouvement, mais une faiblesse qui peut s'expliquer. Pourquoi une faiblesse du mouvement? C'est parce que, effectivement, se mettre d'accord sur le RIC, c'est aussi le moyen de ne pas trancher toute une série de discussions, de les remettre à la sagesse collective qui est celle du référendum. Et effectivement, mais le mouvement, il a besoin de faire tenir des gens très différents, dans un contexte où la société s'est dépolitisée, les organisations ont reculé, les débats sont sans doute moins, le niveau général de formation politique est moindre, donc c'est un moyen de suspendre un peu le jugement sur une série de questions. Et donc de ce point de vue-là, ce n'est pas une force. Mais je voudrais quand même aller à l'encontre de l'idée qu'il n'y a pas du tout de rationalité, qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu fort dans cette revendication. Ce qu'il y a de fort et de positif, c'est, je pense, un réflexe d'autodéfense.
Dans une période où le bloc bourgeois, auquel on n'arrive pas à opposer une alternative, enchaîne les réformes qui sont vécues comme des attaques de la part de ces personnes-là, eh bien, se mobiliser pour exiger un référendum d'initiative populaire, c'est exiger une forme de veto, une forme de droit de veto. Et si on pense par exemple à ce qui se passe en Suisse, où il y a énormément de référendums, il y a une longue pratique de ça, un exemple est la réforme, la RFFA. C'est une réforme qui porte sur la fiscalité des multinationales, dans le contexte de... Bon, il y a des obligations internationales pour la Suisse de rendre plus transparente la fiscalité des multinationales, et du coup, ils doivent adapter leurs droits. Et c'est pour la 3e fois que la réforme arrive devant, est soumise à référendum. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de donner des conditions qui soient attractives et très favorables aux multinationales, et ça passe pas. Il y a une résistance populaire. Donc cette idée qu'il y a une forme de droit de veto qui pourrait avoir lieu grâce à ce type de dispositif ne me semble pas complètement incongru. Pensez à la question de la réforme des retraites qui arrive. Je pense que s'il y avait la possibilité d'un veto sur la réforme, ce type de réforme par référendum d'initiative populaire, ça ferait partie de l'arsenal d'autodéfense du salariat. Donc voilà, peut-être une réponse un peu en deux temps. Peut-être rajouter une 3e chose, c'est que c'est pas non plus un outil magique, parce que pour que ça joue ce type de rôle, c'est aussi, ça suppose une pratique démocratique qui s'installe dans la durée, des habitudes de formation. Enfin, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps long, quoi. C'est pas un outil magique non plus. Je vous avais un peu bombardé de questions sur ma dernière intervention, mais la dernière, je crois que vous n'avez pas répondu. Et alors, je veux bien vous la reposer si ça vous dérange pas. C'était sur les débouchés politiques éventuels de ce mouvement, que ce soit à gauche ou, disons, à droite, voire à l'extrême droite. Est-ce que vous pensez que ça peut profiter à une force politique? Manifestement, pour l'instant, dans les sondages d'opinion, ça n'a pas l'air de profiter à la France Insoumise, qui avait soutenu quand même le mouvement. C'est risqué comme question. Je te laisse te jeter. Non, mais c'est un peu la dernière question aussi. Non, alors il faut être très attentif quand même sur l'impact des gilets jaunes sur les différents résultats des différentes forces qui sont en compétition un peu pour les représenter. L'effet que dans les sondages, il y a une majorité, comme vous l'avez rappelé à juste raison, qu'il y a une majorité des Français qui soutiennent les gilets jaunes, moi je l'interprète plus comme il y a une majorité des Français qui sont contents qu'il y ait quelqu'un qui exprime une opposition à Macron. Bon, donc dès là, à traduire ça, après la question des sondages, c'est comme ça, est-ce que vous avez de la sympathie, est-ce que vous n'avez pas de sympathie? Bon, les gens qui sont contents qu'il y ait de l'opposition dans la rue qui se manifeste contre Macron, ils vont dire oui, on a de la sympathie. Dès là, à dire qu'il y ait des mouvements électoraux importants liés aux Gilets jaunes, je pense que c'est un peu... C'est même pas aucun mouvement n'est en mesure d'intercepter les soutiens liés aux Gilets jaunes. Je pense qu'on surévalue. Et d'ailleurs, quand il y a des sondages qui mettent une liste de Gilets jaunes un peu mystérieuse, parce qu'il n'y en a pas. Donc je ne sais pas les gens comment on peut répondre s'ils ne voteraient pas pour une liste comme ça, mais dans les sondages, ça fait 4, 5, 7%. Voilà, ça ne fait pas 30%, ça ne fait pas 55 ou 60% comme les gens qui disent avoir de la sympathie pour les Gilets jaunes. On est très loin de ça. Je pense que c'est plus, donc je pense qu'il ne faut pas attendre à court terme un impact réel. Je pense que c'est plus intéressant de se poser la question, est-ce que c'est le signe d'une récomposition, enfin c'est la question à laquelle on avait commencé à répondre, est-ce que c'est le signe précurseur d'une récomposition politique profonde du paysage politique français? Ça, je pense que c'est une vraie question. La question, est-ce que ça va aider le Front National ou la France Insoumise? Je pense que ça aura un impact très marginal sur les résultats des différents partis. Oui, moi je ne vais pas me risquer non plus à des pronostics précis. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un effet... alors pourquoi il y a un soutien aussi important au mouvement? Je pense qu'il y a effectivement le fait de s'opposer à Macron, que quelqu'un ose le faire, mais c'est aussi de le faire de manière efficace. Je pense qu'on n'a pas souligné ça peut-être suffisamment, en tous les cas ce soir, le fait que le mouvement a réussi à imposer une forme de victoire partielle, on peut discuter de ses modalités, etc. Mais il y a eu 10 milliards qui ont été mis sur la table, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Il y a eu une efficacité à la mobilisation, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps dans le pays. Et je pense que cet effet démonstration de force et d'efficacité est quelque chose qui explique le soutien important que continue à avoir le mouvement.
A contrario, ça explique aussi pourquoi pas grand monde est capable de capter ce soutien-là. Parce que personne aujourd'hui semble en mesure de transformer cette force-là en succès politique, hein, pour des raisons qui sont diverses, qui sont propres à l'éclatement de la gauche, à l'insuffisance d'articulation sans doute interne de la France insoumise, le fait, les contradictions sociales, on reviendra dessus sans doute autour de la question européenne, mais de l'extrême droite. Bon, il y a toute une série de raisons qui font que ces différents groupes ne sont pas aujourd'hui en mesure de proposer quelque chose qui semble potentiellement victorieux. Hein, et donc il y a un espèce de décalage entre finalement une démonstration de puissance du mouvement social, fût-elle limitée, et une forme d'impuissance politique d'un champ des oppositions à Macron qui sont atomisées et insuffisamment articulées pour l'instant. Alors quand même, je voudrais peut-être malgré tout prendre un mini-risque en disant qu'il y avait un danger qui était assez clair autour de Noël sur le fait qu'il y ait une polarisation par l'extrême droite de ce mouvement. Et je pense que ce danger-là, il a été écarté du point de vue des thèmes portés à l'intérieur du mouvement, des débats qui ont eu lieu, et d'une forme de... c'est aussi la richesse des débats qui ont eu lieu. On voit un peu des expressions publiques qui ont eu lieu. Il y a eu un travail qui a été fait, des débats qui ont été menés, et ça diminue les chances, en tous les cas, la relation potentielle immédiate qu'il aurait pu avoir avec Marine Le Pen, qui, elle, avait l'avantage d'être la première, la plus forte, hein, en face de Macron. Donc elle aurait pu être le réceptacle naturel du mouvement, ce ne sera pas le cas. Justement, vous évoquez la question européenne, donc venons-en à la question européenne, puisque les élections européennes sont dans quelques mois. Elle est présente, mais pas centrale dans les revendications des Gilets jaunes, semble-t-il, comme on l'a dit, qui se structurent davantage autour de la question démocratique. Et pourtant, quand on regarde les réformes mises en œuvre par Macron, il semble qu'elles se calquent sur l'agenda européen. De même, le bloc bourgeois, je ne vous l'avais pas encore tout à fait abordé, mais semble se structurer autour de la défense du projet européen. Comment vous expliquez que les critiques se tournent davantage vers les institutions politiques françaises et leurs représentants plutôt que vers les institutions européennes, en contradiction avec ce qui a pu se passer notamment en Italie? Et peut-on imaginer une reconfiguration du champ politique français autour de la question européenne, comme vous semblez l'évoquer, Stefano Palombarini, dans votre ouvrage Disons le bourgeois? Oui, donc, oui, sur les blocs bourgeois, tu as raison, il faut le rappeler, c'est le colon qui a permis à Macron d'unifier la fraction du bloc de droite et la fraction du bloc de gauche favorable à la réforme néolibérale, les colons idéologiques. C'était, voilà, ces réformes sont nécessaires pour approfondir la construction européenne. Nous sommes européistes. Nous sommes européistes avant d'être de droite, nous sommes européistes avant d'être de gauche, et nous sommes pour la réforme, donc pour la réforme libérale, indépendamment de nos vieilles étiquettes politiques. Donc, les colons idéologiques du bloc bourgeois, c'est vraiment le soutien à l'unification européenne. Alors, pour répondre aux Gilets jaunes, je vais commencer peut-être par l'Italie, parce que ça donne un éclairage, parce que l'équivalent d'un bloc bourgeois a gouverné en Italie, à partir du gouvernement Monti jusqu'au gouvernement Renzi, en face de ces gouvernements qui faisaient référence en gros à une expérience de type bloc bourgeois, à la fois dans l'adhésion acritique à la construction européenne et au poids de la réforme libérale. Il y a eu un mécontentement social très fort, comme ça se passe en France aujourd'hui, et il y a eu des initiatives politiques, des projets politiques qui ont utilisé, disons, qui ont pris le contre-pied total du bloc bourgeois sur le plan rhétorique, moi, en disant, ok, vous avez fait du soutien à l'Union européenne, votre colon, nous on fait de la critique, voire de l'hostilité à la construction européenne, les colons d'un bloc anti-bourgeois, qui après s'est construit aussi de façon un peu aléatoire, parce que la Ligue et les mouvements 5 étoiles n'étaient pas liés aux élections, ils sont liés après, un peu par concours des circonstances. Mais c'est vrai que ce thème de la critique de l'Union européenne a fonctionné comme colon de quelque chose comme un bloc anti-bourgeois, dont je pense, comme je l'ai dit, que c'est une expérience transitoire et traversée par trop de contradictions pour constituer un vrai bloc social dominant. Donc, si on regarde l'expérience italienne, pourquoi les Gilets jaunes, encore qu'ils en parlent un peu d'Europe, peut-être pas dans les revendications officielles qui sont diffusées, mais quand on écoute, disons,
plus médiatisé des Gilets jaunes, quand ils parlent d'Europe, ils en parlent de façon très critique. Et donc, effectivement, on pourrait imaginer, mais ça, on n'est pas encore à ce stade-là, les Gilets jaunes, c'est une histoire de 5 mois. Mais on pourrait imaginer un projet politique qui essaye de dire, OK, cette opposition sociale qui s'est manifestée avec les Gilets jaunes, qui est une opposition qui a une forte énergie, une forte capacité d'organisation et qui dépasse le clivage droite-gauche et qui unifie d'une certaine façon des classes populaires aux intérêts très différents, on peut lui donner une traduction politique dans un mouvement qui serait un mouvement, peut-être pas hérocritique, disons. Bon, parce qu'après, si on regarde l'Italie, il y a un tas de nuances à l'Italie, il y avait ceux qui voulaient sortir de l'euro, il y avait ceux qui voulaient rester dans l'euro, mais sans respecter certains traités. Les 5 étoiles, ce sont des harmonistes presque qui voudraient réformer de l'intérieur, etc. Donc, ces colons hérocritiques est très compliqué. Le colon qui fonctionne en Italie, c'est pas on sort de l'euro et on s'en va. Autrement, l'Italie serait sortie de l'euro puisqu'il gouverne depuis une année. L'Italie n'a rien fait à part négocier un déficit à 2,04%. Parce qu'elle voulait 2,4% au départ. Et donc peut-être que dans le futur, dans les mois qui viennent, il y aura l'émergence d'un projet de ce type. Ce n'est pas les gilets jaunes eux-mêmes qui peuvent le faire émerger, mais peut-être qu'il y aura dans le domaine politique quelqu'un qui présentera un projet en espérant reproduire au niveau politique un niveau plus élevé, disons. Cette agrégation anti-bourgeoise, est-ce que ça va arriver? Moi, comme je pense que l'avoir déjà dit, je suis très perplexe vis-à-vis d'une perspective de ce type, mais ce n'est pas une perspective exclue. Alors, c'est vraiment une question qui est importante parce que, effectivement, lorsqu'on regarde les procédures européennes et le détail de ce qui est dit, on est en fait très proche de ce qui est débattu par les Gilets jaunes. Par exemple, le 21 novembre, donc c'était vraiment le début du mouvement, la Commission européenne publiait son avis sur le budget français. Elle donnait les priorités, c'était 1, limiter les dépenses, 2, réduire le déficit, 3, viser une réduction de la dette publique. Et un peu dans le détail, elle évoquait donc le risque de dérapage, un risk of non-compliance, significant deviation from the required adjustment, etc. France is not expected to make sufficient progress. Je le dis en anglais, c'est pas juste par coquetterie, c'est parce que cet avis n'était pas disponible en français. Il était disponible qu'en anglais. Donc l'avis de la Commission européenne sur le budget français, au mois de décembre, je n'ai pas vérifié depuis, mais au mois de décembre, n'était pas disponible en français. Bon. Et donc ce qu'elle exigeait, donc il y avait quelque chose qui rentrait vraiment assez immédiatement en confrontation, c'est-à-dire d'un côté, demande de baisse des dépenses, et donc ce qu'on peut traduire du point de vue du mouvement de fragilisation, notamment du point de vue du service public, puis d'un autre côté, réduction du déficit, mais là c'était la question de la fiscalité, en particulier fiscalité injuste, puisque dans le même temps, il se félicitait il n'y avait aucune remarque sur le CICE qui coûte quand même 0,9% du PIB, ni sur l'ISF, ni sur la flat tax, au contraire, étaient soulignés comme des éléments favorables mis en œuvre par le gouvernement français. Donc il y a vraiment quelque chose qui matche presque mot à mot entre les revendications des Gilets jaunes et finalement les recommandations, les avis émis par la Commission. Alors, qu'est-ce qu'on peut en penser du point de vue d'une reconfiguration éventuelle du champ politique français? J'aurais peut-être un avis un tout petit peu différent de Stefano. Il me semble que ce qui se passe à l'extrême droite, avec le FN et avec Salvini en Italie, montre que il n'y a pas de projet pour la droite radicale anti-européen qui tienne la route. Pourquoi? Parce que à travers la monnaie unique, c'est la question de l'épargne qui est centrale pour toute une partie de la petite bourgeoisie et qui constitue une des clientèles essentielles de ces secteurs-là. Et le fait que Marine Le Pen soit repositionnée sur cette question n'est pas du tout anodin. Le fait que Salvini était finalement assez timoré aussi sur cette question, à mon avis, assez révélateur. Et finalement, qu'est-ce qui reste à ce bloc-là? Ce qui reste, c'est la xénophobie, qui peut prendre une forme européenne. Je pense qu'une forme de nationalisme européen, intensément xénophobe, et un projet qui existe, qui peut se développer. Alors à gauche, le problème est plus compliqué, et tu l'as très bien, tu avais fait un papier sur Mediapart dans lequel tu avais expliqué ça de manière très claire, mais j'aime bien le résumer par le syndrome Canfin. En plus, la trajectoire de Pascal Canfin aujourd'hui est pas mal, puisqu'il est aujourd'hui numéro 2 de la liste En Marche pour les européennes. J'avais débattu il y a quelques années avec lui sur Mediapart, il me disait « Mais Cédric, on est d'accord, c'est formidable, moi aussi je suis pour plus de justice sociale, je suis contre les réformes qu'on était en train d'imposer à la Grèce à l'époque, mais qu'est-ce que tu veux ?» Il y avait aussi il y avait des débats aussi en France sur le TSCG. Bon.
Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis démocrate, et 2, je suis pour l'Europe. Donc, et en conséquence, les autres peuples sont comme ça, c'est ça l'équilibre. Et vu que je suis pour l'Europe, j'accepte ce cadre-là. Ce cadre, donc c'est ce que j'appelle d'une certaine façon, je propose l'idée de scalarisme pour parler de ça. Alors ça veut dire quoi, scalarisme? C'est l'idée que dès lors que c'est à une échelle plus grande, c'est nécessairement mieux. C'est un peu comme le progressisme, c'est-à-dire tout va aller dans le sens du progrès au fil du temps. Là, c'est l'idée que plus on change d'échelle, si on a une échelle plus grande, c'est nécessairement mieux. Bon, eh bien non, il n'y a pas de fatalité. Je pense qu'un des débats qui se développe à gauche, qui est compliqué depuis longtemps, mais c'est dans quelle mesure le déplacement tel qu'il se déroule de l'intégration européenne est aussi quelque chose qui altère les rapports de force entre les groupes sociaux. Et c'est ce débat-là qui doit se développer au sein de la gauche. Alors clairement, la gauche est divisée, ça fait partie des éléments qui empêchent l'émergence d'un bloc de gauche aujourd'hui, la question européenne. Elle est divisée politiquement et elle est encore plus divisée socialement que politiquement. Il me semble même que l'expression politique des divergences sur l'Europe est moins importante que le bloc de gauche du point de vue social tel que vous le décrivez, et il est lui-même très divisé par ça. Donc il n'y a pas de solution très simple. Pourquoi la gauche est divisée? Bien parce qu'une partie de l'idéologie de gauche est fondée sur l'internationalisme et toute remise en cause de l'Europe semble être une attaque à cet internationalisme. Et puis quand on voit la manière dont le débat sur le Brexit se déroule en Grande-Bretagne, bien, même si on est très hostile à l'Europe comme c'est mon cas, c'est difficile de ne pas constater que les xénophobes ou les nationalistes ont quand même le vent en poupe dans le débat. Et d'un autre côté, il y a l'analyse du cadre macroéconomique que l'on peut faire, qu'on a fait très nombreux, et qui montrent bien qu'il y a une forme de verrouillage institutionnel, de nature néolibérale de l'Europe qui ne va pas changer comme ça. Donc entre ces deux tensions, c'est pas facile de travailler. Donc un des éléments qui est proposé par notamment des gens des mouvements sociaux en Allemagne, et que moi j'ai repris, c'est l'idée de désintégration sélective, réintégration sélective. C'est-à-dire de faire sauter les verrous qui empêchent une politique progressiste de se mettre en œuvre, les questions du cadre budgétaire, les questions de la monnaie unique, les questions de la libéralisation et du marché intérieur, et d'un autre côté avoir des éléments d'intégration autour des politiques industrielles, des politiques d'éducation, des politiques d'innovation. Voilà. Pour l'instant, c'est un peu autour de ça qu'il me semble qu'il pourrait y avoir un espace de reconstruction d'un bloc de gauche, mais c'est extrêmement sur la question européenne, mais je pense que on en est très loin. Voilà, alors si on parle des perspectives politiques et des liens avec la construction européenne, il y a des choses. Alors, la question européenne est à l'origine de la fracture du bloc de gauche et est à l'origine aussi, pour partie, de la difficulté du bloc de droite. Sauf que les difficultés que pose l'unification européenne, ce ne sont pas du tout du même ordre pour la gauche et pour la droite. Comme tu l'as justement souligné, pour la gauche, c'est une contradiction majeure. Je veux dire, la réforme néolibérale de la protection sociale et de la relation salariale qui sont au cœur de la construction européenne, ça pose un énorme problème, évidemment, la vieille composante populaire du bloc de gauche qui a fait défaut au bloc de gauche depuis un moment à cause de ça. Et en même temps, l'abandon du processus de la construction européenne, ça pose un problème plutôt à la partie bourgeoise du bloc de gauche, qui est très attaché à cette idée, disons, internationaliste, si on veut résumer comme ça. C'est un peu plus compliqué encore. Bon, pour les blocs, donc une réforme, c'est pour dire quelle réforme, quel changement du processus de construction européenne permettrait à la gauche d'exister de nouveau. Si on considère que la protection sociale et la relation salariale sont des formes institutionnelles qui sont au cœur du processus de construction européenne, c'est très très compliqué d'imaginer une autre Europe très difficilement possible de ce point de vue-là. On peut faire recours à un vieux slogan de la gauche. Pour la droite, c'est moins compliqué, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, moi je pense qu'on peut imaginer une modification des modalités de la construction européenne, évidemment avec des frontières nationales et des frontières européennes très renforcées du point de vue du contrôle des flux de migration. Ça n'a rien de compatible avec la logique fondamentale néolibérale de la construction européenne. On peut être à fond dans le néolibéralisme et être à fond pour un contrôle des flux migratoires. Et ça répond à une partie des inquiétudes de la droite. Et aussi, on peut imaginer, je pense que ça c'est peut-être plus fondamental encore, la réintroduction de certaines formes de protectionnisme sélectif pour défendre des productions locales ou des commerces locaux, etc. On peut faire ça
tout dans la continuité néolibérale sur protection sociale et relations salariales, qui sont les cœurs de la réforme néolibérale. On peut faire des ajustements aux marges qui permettraient une recomposition du bloc des droites. Donc les difficultés des blocs ne sont pas du tout... Les dés sont rentrés en crise sur l'Union européenne, mais à droite, il y a une recomposition possible. Une autre Europe est possible du point de vue de la droite, je pense. C'est très difficile à concevoir du point de vue de la gauche. Et donc maintenant, pour conclure et ouvrir le débat avec la salle, des questions plus prospectives, et c'est peut-être là qu'on va vous demander de faire des pronostics et des recommandations. Cédric Durand, dans un article de 2016, vous aviez évoqué la possibilité d'un autoritarisme croissant des États pour contenir l'intensification des frustrations économiques liées à ce que vous appelez l'hypothèse de la stagnation séculaire. Est-ce que, selon vous, on peut faire l'hypothèse d'un néolibéralisme autoritaire comme gestion de la crise du capitalisme qui serait du coup susceptible d'empirer? Peut-on imaginer un bloc bourgeois élargi de Macron à Le Pen? Et enfin, quelles sont vos préconisations pour la gauche en vue de la prochaine crise financière? C'est toi qui Il y a plusieurs choses. La troisième, c'est toi. Pour la question de l'autoritarisme, en fait, il y a, à mon avis, et de néolibéralisme, il y a je vois dans la conjoncture, deux principales modalités. Une première, c'est ce qu'on avait appelé, à la suite de Gramsci avec mon collègue Razmik Kecheyan, le césarisme bureaucratique. C'est cette idée que dans la période de gestion de la crise, il y a eu une montée en puissance des institutions indépendantes, et en particulier des procédures européennes de surveillance budgétaire, une montée en puissance du rôle de la Banque Centrale Européenne. On n'en a pas beaucoup parlé, mais quand même des démonstrations du volontarisme politique qui a été faite dans ces dernières années, c'est le rôle de la Banque Centrale Européenne, qui a dépensé l'équivalent de 40 millions de SMIC chaque mois pendant plusieurs années. Donc il y a vraiment une capacité d'action politique qui a été mobilisée là pour stabiliser la finance. Et donc ça, c'est une forme d'autoritarisme qui est en fait une forme de dépossession de la démocratie, de mise à distance des canaux d'influence des classes populaires sur la décision politique, de dessaisissement du politique. Et donc il y a toute une série de modalités. Le rôle de la Cour des comptes en est une. Enfin, on pourrait égrener ça. Et puis il y a une deuxième modalité, qui est une modalité plus directement autoritaire. Vous vous souvenez que De Gaulle, lorsqu'il a installé la Constitution, il a dit « Vous ne pensez pas quand même qu'à 67 ans, je vais commencer une carrière de dictateur ?» Il ne faut pas oublier que Macron a à peine plus de 40 ans, donc les perspectives sont un peu différentes. Et donc ce qu'on voit arriver aujourd'hui, je pense que le pouvoir macronien est un pouvoir qui est faible, qui est minoritaire socialement de manière très claire, qui est fragilisé par une contestation, et il est en train de jouer la carte de la répression, la carte de la restriction des libertés démocratiques. Je pense que c'est quelque chose qui existe déjà, qui est déjà à l'œuvre aujourd'hui, et qui évidemment n'est pas isolé. Certains ont été surpris, mais par exemple, les rapports que peut avoir Trump avec Macron, mais je pensais aussi Orban et Macron qui ont pu s'allier sur telle ou telle question dans l'Union européenne, ne sont pas complètement aberrantes. L'idée qu'il y a un potentiel autoritaire dans ce pouvoir-là lié à sa crise est quelque chose qui existe institutionnellement. Alors, Bruno, il a évoqué l'hypothèse de la bolsonarisation du bloc bourgeois, donc je vais peut-être te laisser répondre là-dessus, mais il y a cette idée aussi que ce déplacement autoritaire de Macron est aussi quelque chose qui reconfigure un peu la question du bloc bourgeois, parce que ça devient plus un bloc des droites. C'est un nouveau genre de bloc des droites. Et donc, du coup, ça remet un petit peu en cause de l'hypothèse sur laquelle vous travaillez jusque-là. La finance, on verra peut-être. Oui, je suis d'accord sur ce que tu viens de dire. Donc, on a cette situation-là. Donc, on a un bloc, comme je l'ai rappelé tout au début de cette séance, on a un bloc minoritaire, par constitution minoritaire. On a un bloc, par constitution, porteur des réformes profondes du capitalisme français, et donc porteur des conflits. Un bloc minoritaire qui va développer des conflits par programme. Et troisième dimension, qui est la situation inquiétante, face auquel les hypothèses de composition d'un bloc alternatif à mesure de faire, que ce soit la recomposition du bloc de droite ou du bloc de gauche ou le bloc anti-bourgeois, on l'a évoqué, ces projets rencontrent des difficultés, des contradictions internes, qui font que malgré son caractère minoritaire, ce n'est pas du tout sûr que Macron sera vaincu, même à la prochaine présidentielle. Et donc, cette configuration-là, pouvoir minoritaire,
porteur d'une ambition réformatrice et donc conflictuelle très forte, sans un adversaire en mesure de faire en face. Ça a tout d'une configuration dangereuse pour les équilibres démocratiques, je veux dire, parce qu'il y a un pouvoir qui est destiné à se prolonger, mais confronté à une opposition sociale majoritaire, et qui ouvre, malgré ça, un conflit derrière l'autre. Comment il tient ? Je pense qu'il faut vraiment s'inquiéter du risque d'un tournant répressif dont on a des signes, mais je crains bien que ce soit que des signes précurseurs pour l'instant. Sur ce que tu disais, effectivement, moi je pense que dans cette dynamique-là, d'une certaine façon, c'est une réponse déjà à une crise du bloc bourgeois, c'est-à-dire à son incapacité de s'élargir à des classes moyennes, inférieures, voire à des classes populaires, par un profil, entre guillemets, progressiste. Ça, c'est déjà mort, je veux dire, au bout de combien ? Au bout de, oui, même pas des ans de présidence Macron, ces projets-là, qui étaient quand même le projet fondateur du bloc bourgeois, c'est réorganiser un bloc autour de l'Europe, du progressisme, de la modernisation du capitalisme français et de la réforme. On tient un discours comme ça, on part sur des bases restreintes, mais on va élargir. Alors on voit bien que c'est la dynamique opposée qui s'est enclenchée. En précarisant, en fragilisant des classes moyennes, le bloc bourgeois s'est restreint, ne s'élargit pas. Et il est obligé, par cette dynamique, à tenir sur une accentuation de, peut-être pas une bolsonarisation, mais une accentuation de sa dimension autoritaire et répressive. Du coup, la dimension progressiste est déjà aux oubliettes. Et du coup, peut-être aussi, la composition sociale du pouvoir de Macron est en train de se modifier. Et de ce point de vue, et même l'ambition réformatrice en Europe, hein, je veux dire, il faudrait prendre en compte ça aussi, comment Merkel a stoppé les initiatives de Macron pour approfondir la démocratie, disons, européenne. Et ça aussi, ça a échoué très très vite, quoi. Donc ce qu'on a sous les yeux, c'est en réalité l'échec du bloc bourgeois déjà, mais dans une prolongation de l'expérience qui passe, par une modification partielle de la base sociale du pouvoir en direction effectivement plus d'une recomposition d'un nouveau bloc de droite que du renouveau du bloc bourgeois, et deux, par l'effacement complet de la dimension progressiste et par contre un accent sur la composante autoritaire et répressive qui est très inquiétant. À la finance ? Bon, je veux bien, alors sur la finance c'est un peu décalé, mais puisque la question est posée. Les préconisations pour la gauche en vue de la prochaine crise financière. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. La première chose à dire, c'est quand et s'il y aura une prochaine crise financière. Donc quand, je ne veux pas le dire, mais effectivement, le fait que cette question reste à l'ordre du jour me semble très largement partagé. Il y a une série d'indicateurs qui montrent l'ampleur prise depuis la crise par l'endettement à différents niveaux. Bon. Je ne vais pas développer énormément. Moi, ce que je voudrais peut-être développer, c'est ce que j'avais essayé de raconter dans mon livre sur le capital fictif, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en jeu dans la finance. Et ce qui est en jeu dans la finance, c'est en fait l'idée de préempter préalablement la répartition des richesses qui ne sont pas encore là. Et ça a un lien avec ce qui se passe dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Et ça a un lien en particulier avec les politiques de dépossession. C'est-à-dire que dès lors que le niveau de croissance économique n'est pas suffisant pour générer suffisamment de profitabilité, eh bien, il doit y avoir des interventions politiques pour venir soutenir cette profitabilité. Ces interventions politiques, elles peuvent être au niveau de la fiscalité, elles peuvent être au niveau réglementaire, elles peuvent être au niveau de l'action des banques centrales, mais il y a quelque chose qui est un jeu politique qui vient soutenir la profitabilité. Donc il y a cette connexion-là. Donc d'une certaine façon, James Crotty, c'est un économiste aussi marxo-post-keynésien qui avait résumé très bien dans une conclusion d'un numéro spécial de 2009 du Cambridge Journal of Economics sur la crise financière. Il a dit, en gros, l'enjeu, après 2 décennies de libéralisation de la finance, est de réduire la taille de la finance. Il faut la diminuer. Bon, on peut le dire de manière un peu plus politique, il faudrait la faire mourir d'ennui. Ce serait un peu ça l'objectif. Alors, de quelle façon on pourrait le faire sans vouloir être trop long, mais peut-être juste indiquer trois
trois directions qui me semblent intéressantes. La première chose, hein, et là on peut penser ça avec Orléans, hein, c'est la question de la liquidité. La liquidité, c'est ça le pouvoir de la finance. Hein. Le pouvoir de la finance, c'est sa possibilité de choisir entre différentes classes d'actifs, différentes entreprises, différents pays, des niveaux de rentabilité. Et faire en sorte de voter hein, en circulant pour que son programme ses exigences soient mises en œuvre. Donc réduire la liquidité, c'est un premier moyen hein, de reprendre de l'espace, de regagner la souveraineté temporelle, si vous voulez. Hein. Encore, c'est Bob Jessop qui utilise cette idée. La souveraineté, on pense souvent au XXe siècle, et on a raison, c'est en partie, c'est une question d'espace, mais c'est aussi une question de temps, hein, capacité de gérer dans le temps, de prendre des décisions politiques en ayant une forme de contrôle tout le temps. Eh bien, la liquidité de la finance, elle interdit cette souveraineté sur le temps. Et donc, réduire la liquidité, c'est redonner des marges d'action. Donc, réduire la liquidité, c'est les contrôles de capitaux, c'est des banques qui soient spécialisées, qui ne puissent pas, avec des types d'actifs qui ne peuvent pas circuler, qui ne peuvent pas être échangés n'importe comment. La deuxième chose, c'est donc la question de la diminution de la taille, c'est la diminution des bilans financiers. Hein. Donc là encore, je pourrais vous recommander un livre extraordinaire qui est un livre d'Adam Tooze qui s'appelle Crashed, hein, qui raconte la décennie de cette crise financière. C'est vraiment une dimension dont j'avais pas perçu l'importance, c'était à quel point les bilans internationalement étaient complètement interconnectés et à quel point, notamment l'Union européenne, lorsque la crise a éclaté, était à la merci des États-Unis et les banques européennes n'ont pu tenir cette crise que parce qu'elles ont eu accès à des swaps, donc des accords d'échange entre banques centrales qui ont fait en sorte qu'elles ont pu avoir en quantité illimitée des dollars. Donc là, il y a une idée de vulnérabilité qui sont extrêmement importantes, qui n'ont cessé de se développer. Donc réduire les bilans. Comment on fait pour réduire les bilans? Donc il faut éroder cette valeur financière. Soit on fait des défauts, hein, donc on peut réfléchir, c'est la question portée par une série de mouvements sociaux sur des dettes illégitimes. Soit il y a des méthodes plus douces qui sont, donc c'est aussi le jubilé de la dette qui est porté par des gens comme David Graeber, des mouvements sociaux. Il y a cette idée-là, qui est une idée intéressante. Hein. Quand on enlève des dettes, eh bien on libère pour les agents qui sont libérés de cette dette leur avenir, ils peuvent le repenser différemment. Et puis il y a un autre moyen plus doux qui est celui de l'inflation. Hein. Aujourd'hui, regagner l'inflation, ça a été extrêmement puissant après-guerre pour réduire les dettes. C'est un second levier. Bon, et puis la troisième chose, hein, alors ça concerne en partie la France, ça concerne encore plus les pays anglo-saxons, c'est faire en sorte que resocialiser des fonctions prises aujourd'hui par la finance. Par exemple, autour des débats sur les frais d'inscription qui ont lieu aujourd'hui en France. L'enjeu de frais d'inscription, un des enjeux des frais d'inscription, c'est lorsqu'ils deviennent élevés, les étudiants doivent davantage s'endetter. Voilà, c'est typiquement la question de l'éducation est prise en charge dans le cadre de nos relations financières. C'est évidemment le cas pour les retraites. Hein. Si on est dans une retraite par capitalisation, c'est les fonds de pension, donc il y a une financiarisation de ces formes de protection sociale. Donc, si on pense définanciarisation, si c'est un des enjeux, il faut aussi penser renforcement, socialisation de ces fonctions qui sont parfois gérées par la finance. Donc voilà, très vite. Mais ça, un petit peu à côté. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va vous laisser poser vos questions et en essayant de favoriser des prises de parole paritaires. Donc, on va prendre 4 questions à chaque fois. Alors bonjour, merci. Ça reste pas trop long. Bon alors, moi il y a une chose que j'ai pas très bien comprise, Monsieur Palombrani. Je suis pas sûr d'avoir compris pourquoi est-ce que vous dites que c'est pas possible de faire une autre Union européenne à gauche. Enfin, pourquoi c'est plus compliqué à gauche qu'à droite? Parce que le contrôle des flux migratoires, a priori, c'est pas quelque chose qui spontanément serait associé aux idées un peu fortes de l'Union européenne. Donc pourquoi est-ce que, pareil sur le rapport salarial, on ne pourrait pas aussi repenser quelque chose là, au niveau européen, sachant que, par exemple, en Allemagne ou dans l'Europe scandinave, il y a de fait une codétermination qui est beaucoup plus forte. Et donc, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir de prise, finalement, de la gauche sur ces questions-là? Ça m'amène une autre question. Est-ce que ça ne pourrait pas être lié aussi à, disons, un jeu de rapport de force? C'est-à-dire, si on s'intéresse un petit peu à la sociologie des classes dominantes, on voit qu'il y a un déplacement, enfin, à relativiser, mais disons qu'aujourd'hui, le pouvoir effectivement est davantage dans les instances internationales, multinationales, et ce qui m'amène à ma question, finalement aussi sur quelle
puissance sociale s'appuyer pour construire une opposition. C'est-à-dire, est-ce que finalement la dimension, l'opposition peuple-élite n'est pas un peu faible au sens où le peuple en soi n'a pas forcément des prises fortes sur, disons, les mécanismes institutionnels qui régissent la vie en société. Voilà. Est-ce que je prends une autre question? Je vais commencer avec celle-là peut-être. Je réponds. Ouais, je crois qu'on est timide au début. Donc oui, sur pourquoi la question européenne pose davantage de problèmes à la gauche qu'à la droite. En France, comme dans d'autres pays, les soutiens à l'Union européenne s'est progressivement lié de façon de plus en plus claire et serrée avec l'ambition des réformes du capitalisme dont j'ai parlé tout à l'heure. Si vous regardez la position de la deuxième gauche, qui était minoritaire au sein du Parti socialiste dans les années 70, comment la deuxième gauche, qui était donc la gauche modernisatrice, moderniste, comment elle est arrivée à renverser le rapport de force dans le Parti socialiste et au sein de la gauche dans les années 80, c'est en s'appuyant complètement sur la construction européenne. Dès 1983, le tournant de 1984, est justifié par le fait que voilà, on ne peut pas mener une politique de gauche et rester dans la parité avec Marc Almond. Le traité de Maastricht a été écrit dans cette perspective-là pour contraindre, d'une certaine façon, les politiques publiques dans la direction de la réforme libérale. C'est un mouvement du même type à eu lieu à droite. Alors, où est la symétrie? C'est que cette réforme néolibérale du capitalisme français a une articulation à son intérieur. C'est pas n'importe, enfin, je veux dire, au cœur de la réforme, ce qui fait la transition vers un capitalisme à l'anglo-saxonne, il y a la réforme de la protection sociale et de la relation salariale. Après, d'autres institutions peuvent être aussi réformées dans cette direction-là, mais c'est plus marginal. Okay? C'est ce qui détermine la modification profonde du capitalisme français. Ce sont ces réformes qui portent sur ces institutions-là, qui sont au cœur des contradictions à gauche. Parce que quand vous attaquez les rapports salariales, vous attaquez les classes salariées ouvrières qui étaient absolument fondamentales dans le bloc de gauche. Alors que les contradictions liées à la construction européenne qui divise les blocs de droite, c'est par exemple lié au fait que voilà, l'Europe est vue comme porteuse d'austérité, donc des fiscalités trop élevées sur des classes, des petits entrepreneurs, des indépendants comme ça, qui sont étouffés par les impôts. Bon, on voit très bien comment, je pense qu'on voit très bien comment on peut concevoir de prolonger les mouvements des réformes du capitalisme français en direction néolibérale en allégeant un peu la fiscalité, en faisant un peu plus de déficit. Ça ne change pas la nature de la transition. Alors qu'on ne peut pas dire, OK, la protection sociale et la relation salariale, on arrête de réformer, il n'y a pas de logique néolibérale à introduire là-dedans, évidemment, ça change complètement la nature des réformes qui sont à l'œuvre. Okay, donc le bloc de droite peut se recomposer en ajustant aux marges la réforme néolibérale du capitalisme français, y compris éventuellement dans la logique néolibérale pure, la force de travail doit être complètement mobile, donc il n'y a pas de frontières non plus pour l'immigration. On peut très bien, il y a des expériences, regardez Orban, qui est un ultra-libéral et qui ne veut pas un migrant chez lui. Voilà, idéologiquement, ce n'est pas cohérent. Je veux dire, si on prend l'idéologie néolibérale pure, dire je ne veux pas un seul migrant, on est en dehors. Mais ce n'est pas grave, politiquement, le néolibéralisme peut très bien s'accommoder de ça. Parce qu'au cœur du moteur libéral, il y a la relation du travail complètement flexible et complètement maîtrisée par le capital, et il y a la protection sociale privatisée dans laquelle chacun paye pour ses risques, cotise pour ses risques, etc. Ah, non, pardon. Non, oui, j'avais une deuxième... Oui, je crois aussi que le clivage peuple-élite, il émerge en réaction à la crise
du clivage droite-gauche, qui est une crise sociale du clivage droite. Je veux dire, les alliances constituées sur la base du clivage droite-gauche sont en crise. C'est ça qui met en crise le clivage. Et derrière, il y a aussi une production idéologique qui contribue à cette... Mais on aurait une alliance de gauche super solide, la production idéologique qui dit que droite et gauche, c'est des vieux trucs du siècle passé, personne ne dirait ces trucs-là. S'ils ont un écho et qu'ils prennent la pierre, c'est parce qu'effectivement, on regarde les alliances sociales qui étaient construites sur la base des clivages et sont en crise. Et donc, peuple élite, ça émerge à cause de la crise des clivages. Je ne suis pas du tout convaincu que ce soit un clivage solide en mesure de réorganiser de façon durable la politique, ni en France, ni en Italie, ni ailleurs. Et je suis convaincu que c'est une phase transitoire. La gauche, à la fin, gagnera. Mais ça, c'est la bonne nouvelle dont tu parlais, mais je crains que pour gagner, il faudra passer par une phase bloc bourgeois, crise du bloc bourgeois, émergence d'une nouvelle droite néolibérale autoritaire, identitaire, qui proposera aux classes qui sont effrayées d'une certaine façon par l'action du bloc bourgeois, il dira, ben non, il y a un État qui est fort, qui est protecteur, qui vous protège. Okay? Il vous protège contre quoi? Il vous protège contre la perte d'identité, il vous protège contre les changements, les remplacements de la population par les migrants, il vous protège contre les minorités qui réclament trop fort des droits, qui déstabilisent les majorités, etc. Et un État fort qui vous protège et qui prolonge les politiques néolibérales. Je suis convaincu qu'il y a ça déjà en Italie, c'est mon pronostic pour la France. Après cette phase-là, il faut passer d'une certaine façon, il faut aller au bout du chemin. Et si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis autour de la candidature Sanders, déjà la dernière présidentielle, et la nouvelle candidature aujourd'hui, et d'autres, il n'y a pas que Sanders, et ce qui se passe au Royaume-Uni avec Corbyn, eh bien, où est-ce que la gauche se redresse? C'est dans les pays dans lesquels la réforme néolibérale était menée en premier et le plus fort. Et donc, d'une certaine façon, ils sont au bout du cycle. Et c'est pour ça que je dis à la fin, après il y aura d'autres cycles. Mais je ne pense pas que la gauche soit morte. Je pense que pour réémerger, il faut que les classes populaires sentent dans la douleur que la protection offerte par cette droite identitaire qui émerge, c'est une protection fictive, et que la vraie protection, c'est celle contre les politiques qui affaiblissent les travailleurs dans les rapports avec le capital. Peut-être juste brièvement sur votre première question sur l'asymétrie entre bloc de droite et bloc de gauche au niveau européen. Quelque chose qui me semble vraiment important, c'est la manière dont on peut comprendre la logique asymétrique de l'intégration européenne. Et là, je voudrais évoquer deux auteurs qui sont importants. Le premier, c'est Hayek, Friedrich Hayek. Il avait argumenté en faveur du fédéralisme et disait la chose suivante. Dès lors qu'on est d'accord sur le respect de la concurrence et la protection des droits de propriété privée, eh bien c'est une forme, et qu'on se fédéralise, eh bien c'est une sorte de vaccin contre le socialisme. Et pourquoi disait-il ça? Pour deux raisons. Parce qu'au niveau local, si vous menez des mesures qui sont favorables aux salariés, davantage de protection sociale, vous allez perdre en compétitivité, et donc vous allez être discipliné par le marché, vous ne pourrez pas le faire advenir. Mais au niveau central, les différents pays vont pas bénéficier de la même manière de politique spécifique, sectorielle. Bon. Et en particulier, la politique industrielle, eh bien, si vous choisissez une politique industrielle dans tel secteur, ça va bénéficier plutôt à tel pays qu'à tel autre. Du coup, ça sera extrêmement difficile de se mettre d'accord. Et donc, ce que disait Hayek, c'est, si vous avez ce fédéralisme-là, eh bien, le marché empêche l'émergence de régulations fortes au niveau national, mais au niveau supranational, rend extrêmement difficile la constitution d'une convergence sur quelque chose de positif, sur quelque chose qui convient aux différents participants au fédéralisme. Et par conséquent, il devient plus simple de se mettre d'accord sur les règles du fonctionnement du marché et de s'arrêter à ça. Et Boyer, d'une certaine façon, raconte cette histoire-là d'une manière différente. Il a fait un papier en 1999 sur la hiérarchie des formes structurelles et leur changement dans le cadre de l'Union européenne. Et de manière très condensée, on peut dire la chose suivante, c'est que après-guerre, ce qui domine, c'est la forme du rapport salarial. Il faut produire, il y a un parti communiste qui est fort, des syndicats qui sont forts, il faut mettre les gens au travail et trouver une forme institutionnelle. Et tout le reste doit s'ajuster. Alors, tout le reste doit s'ajuster à cet impératif-là.
Ce qui se passe dans les années 80 et les années 90, c'est la montée en puissance de la forme concurrence. Et cette forme concurrence, elle est gérée au niveau européen. L'Europe, c'est le marché unique, mais c'est aussi le commerce extérieur. Et ces deux formes institutionnelles, en étant au niveau européen, sont juridiquement supérieures aux autres formes institutionnelles qui restent gérées au niveau national. Le rapport salarial reste géré au niveau national. Et la monnaie unique fait passer la forme monétaire en haut, et après la crise, la stabilité financière également en haut. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les questions salariales restent cantonnées au niveau subordonné national, tandis que les autres formes structurelles imposent leurs contraintes à cette forme-là. Bon, il y a un troisième élément, du coup, la question qui se pose, c'est dans quelle mesure on pourrait intervenir directement au niveau européen pour changer cette chose-là. C'est l'hypothèse Varoufakis, hein, c'est une insurrection européenne. C'est super, mais j'y crois pas tellement pour des raisons qui sont analytiques. La première, c'est la discordance des rythmes économiques. On avait fait un papier avec Stockhammer où on montre comment, dans les années qui ont conduit à la crise, il y a une expérience qui est l'expérience d'une grande défaite du mouvement ouvrier allemand, où on voit se défaire toute une série de protections, et en particulier les accords collectifs au niveau des branches, tandis que dans la périphérie européenne, il y a une forme de rattrapage social qui a lieu avec nourri par l'endettement, mais avec une augmentation, dans certains cas, des dépenses publiques, dans d'autres cas, un dynamisme très fort autour d'une bulle immobilière du secteur des biens non échangeables qui crée de l'emploi, qui crée des augmentations de salaire. Bref, il y a une forme de rattrapage. Donc c'est des expériences qui sont complètement différentes. Vous passez après la crise, c'est l'inverse. Il y a une forme de rattrapage salarial en Allemagne, alors que c'est une défaite terrible pour les salariés. Faire avec des rythmes aussi désarticulés, une subjectivité politique qui permette d'intervenir de manière centrale, c'est extrêmement difficile. Et il y a des plans pour ça. Par exemple, les gens de l'OFCE, Rago et d'autres, ils travaillent sur l'idée d'une assurance chômage européenne. C'est assez malin parce que c'est un des rares moyens d'avoir une forme de solidarité qui ne soit pas inscrite dans le temps sous forme d'union de transfert. Donc ils travaillent beaucoup à ça, mais le fait que ça n'émerge pas révèle à mon avis la conscience d'une partie des acteurs au niveau européen qu'il ne faut pas que la question salariale soit saisie au niveau européen. Parce que si elle est saisie au niveau européen, là il se passe d'autres choses. C'est-à-dire que ça devient un lieu de conflit, les syndicats peuvent s'organiser à ce niveau-là en ayant quelque chose à faire, etc. Et ces différents éléments dénotent, à mon avis, une forme de nature de classe de l'Union européenne qui n'est pas la même que celle des États nationaux. Toutes ces structures sont des structures étatiques ou para-étatiques capitalistes, mais pas avec les mêmes composants. Il n'y a pas la main gauche de l'État, si vous voulez, comme Bourdieu il parlait de la main gauche de l'État pour parler de l'État social, l'éducation et le service public qui existe au niveau national. Il n'y a pas de main gauche de l'État au niveau européen. Question. Ouais. On aurait voulu une parité. Voilà, parfait. Bonjour. Moi, j'ai une question sur la définition du bloc bourgeois que j'ai pas bien compris. Enfin, le bloc bourgeois, je crois que j'ai à peu près compris. Mais vous avez dit que la définition était surtout monétaire. Moi, j'ai une question sur donc le parallèle que vous faites avec le bloc anti-bourgeois, sur la définition un peu que vous faites du bloc anti-bourgeois, parce que vous dites que c'est des classes populaires. Donc moi, par parallèle, j'ai envie de dire que c'est monétaire aussi. Après, justement, vous parlez du fait que le néolibéralisme s'est étendu aux classes populaires. Moi, j'adhère plutôt à cette hypothèse. Je pense pas que ce soit deux trucs complètement séparés, etc. Et donc, ma question, c'est comment on définit le bloc anti-bourgeois? Est-ce que c'est complètement un parallèle qui se met en opposition du bloc bourgeois? Ou est-ce que c'est une définition qui soit monétaire? Et dans ce cas-là, comment on met le curseur? Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je propose qu'on en prenne 2-3 et puis. Bonsoir. Il y a quelques semaines, j'étais à la Bourse du Travail, donc aussi thématique Gilets jaunes. Le débat était très tonique. Ici, on a un débat de haute qualité, mais qui est beaucoup plus calme, universitaire. Je constate que la Bourse du Travail était plus de présence de personnes qui venaient de province. Ma question, c'est aussi une question qui touche à l'Italie. Est-ce que élite, peuple, c'est une question de province-Paris? Et quel est le rapport de la province en Italie par rapport aux zones de pouvoir? Donc, ouais. Encore une? Quelqu'un?
Donc merci pour vos présentations. J'aurais deux questions. La première porte sur la notion de bloc anti-bourgeois et la deuxième sur le bloc social. Donc du coup sur le bloc anti-bourgeois, autant au début du mouvement je comprends bien cette idée de populisme puisque ça rassemblait à la fois la droite et la gauche, mais est-ce que c'est toujours valable actuellement de parler de bloc anti-bourgeois, sachant que l'extrême droite a tendance à se désengager de ce mouvement, comme d'ailleurs Marine Le Pen a tweeté en disant que c'était les Black Blocs qui avaient remplacé les Gilets jaunes, ainsi que d'autres analyses dans des blocs d'extrême droite. Du coup, est-ce qu'il y a un basculement dans ce bloc qui serait non plus anti mais quelque chose, et qu'est-ce que serait ce quelque chose? Et ma deuxième question, c'est sur la notion même en fait de bloc social qui effectivement a été développée par Gramsci, les concepts les notions que vous prolongez. Mais est-ce que du coup c'est pertinent d'analyser le mouvement des Gilets jaunes à l'aune en fait du bloc social, sachant que la notion ce qui était central c'était la notion de parti pour un mouvement qui se dit apartisan? Oui, donc je prends ensemble la première et la troisième. Pardon. La première et la troisième question parce qu'ils portent un peu sur les définitions du bloc social en général et d'un bloc anti-bourgeois. Alors, alors, le bloc social d'abord, d'abord pour se comprendre, je ne pense pas qu'il y ait un bloc anti-bourgeois. Après, je vais essayer d'être plus précis dans la définition. Il n'y a pas aujourd'hui un bloc anti-bourgeois en France. Les Gilets jaunes, ce n'est pas un bloc anti-bourgeois. Le bloc anti-bourgeois, c'est une hypothèse possible, une perspective politique possible. Mais alors, pourquoi les Gilets jaunes, ce n'est pas un bloc anti-bourgeois? Parce qu'un bloc social, ce n'est pas un agrégat de groupes sociaux différents. Ce n'est pas ça. Un bloc social, c'est un projet politique, je l'ai rappelé au début, un projet idéologique, un projet politique, et une direction sociale dans laquelle des groupes différents se reconnaissent. Et dans ce sens, ce projet fonctionne comme une médiation. Quand on dit médiation politique, c'est pas il y a un groupe qui nous demande 0, l'autre qui nous demande 100 et on fait 50. C'est pas ça une médiation. Médiation, c'est la construction d'un projet politique positif, des visions du devenir social qui se traduit dans des politiques publiques concrètes et dans lesquelles des groupes différents se reconnaissent. Et en se reconnaissant dans le projet, lui apporte leur soutien. Et ça boucle sur un bloc social. Bon. Le bloc bourgeois, c'est un bloc social. Parce que c'est une alliance sociale impulsée par le projet Macron, projet idéologique, projet politique, qui se traduit dans des politiques concrètes et qui, par ses formes, fait que certaines classes s'y reconnaissent. Et effectivement, donc, je ne sais pas si c'est ça que vous entendez par monétaire, effectivement, quand on regarde quelles classes se reconnaissent dans ces projets, c'est des classes moyennes et hautes. Voilà. Donc, les Gilets jaunes, il n'y a pas de projet politique pour l'instant. Il y a une série de revendications, il y a une liste, plusieurs listes d'ailleurs de revendications. Certaines reviennent souvent sur le pouvoir d'achat, sur les services publics, sur les référendums d'initiative citoyenne, etc. Mais ce n'est pas un projet de devenir dynamique pour la société française. Il n'y a pas ça. Et donc il ne peut pas y avoir de bloc social, et donc ça ne peut pas être un bloc anti-bourgeois. Si on raisonne en bloc anti-bourgeois comme perspective, donc ce n'est pas une question forcément des partis politiques, il faut une proposition politique, un projet. Ça peut être porté par un parti. Macron a construit son projet en dehors des partis, donc en créant son propre mouvement, etc. Donc ça ne passe pas forcément par un parti politique, mais il faut une proposition. Alors, quelle est la faiblesse que je vois dans cette perspective éventuelle? Ça serait, d'une certaine façon, si on raisonne sur le projet politique éventuel, qui n'existe pas pour l'instant, correspondant au bloc anti-bourgeois, ça serait les symétries du bloc bourgeois du point de vue social. C'est-à-dire qu'on agrège les classes qui sont exclues. Enfin, la vocation de ces blocs serait d'agréger les classes qui sont exclues du bloc bourgeois. Donc, effectivement, de nouveau, si on prend une échelle
comme vous dites, monétaires, enfin, en termes de positionnement social, ce serait des classes populaires qui se retrouveraient là-dedans. Quels sont des problèmes que je vois? C'est là. Premier problème, c'est l'hétérogénéité des attentes au sein des classes populaires qui peuvent éventuellement être dépassées, mais par tout un travail politique de construction des attentes qui n'est pas fait pour l'instant. Même si, d'une certaine façon, les réformes libérales, comme je l'ai indiqué, travaillent d'une certaine façon dans cette direction-là, de rapprocher des intérêts qui étaient différents auparavant. Et la deuxième faiblesse structurelle que je vois à ces projets de blocs anti-bourgeois, c'est que d'un point de vue idéologique, d'un point de vue d'hégémonie, ils se construiraient sur l'axe des structurations politiques du bloc bourgeois. Okay? Parce que c'est le bloc bourgeois qui dit droite et gauche, c'est fini. Il y a ceux qui sont pour le progrès, pour la globalisation, pour l'Europe, et il y a les populistes qui sont en dehors. Le bloc anti-bourgeois devrait reprendre à son compte cette idée-là. Okay? Et donc, il partirait dès le début dans une position, ok, on accepte le discours du bloc bourgeois comme un discours qu'on partage. C'est-à-dire, dès le départ, on se soumet à l'hégémonie du bloc bourgeois, ce qui s'ajoute aux contradictions internes entre les intérêts des classes populaires et qui fait qu'à mon avis, c'est pour ça que je dis ce qui se passe en Italie, c'est un peu ça, mais on voit la fragilité énorme de ces projets qui est une espèce d'image renversée du bloc bourgeois, mais qui va pas durer des ans. Ça va pas durer des ans. Et ça se traduira par une recomposition du bloc de droite. L'autre question alors sur l'Italie, non, il n'y a pas l'équivalent. Il n'y a pas l'équivalent d'un clivage comme en France entre Paris et la province. Et il y a un énorme clivage qui est caractéristique de l'Italie entre les nord industrialisés, et en plus il faudrait différencier un peu des zones différentes dans le nord de la grande industrie, de la petite industrie, etc. Et surtout le nord-est de la petite et moyenne industrie qui est très intégrée, qui est la base traditionnelle de la Ligue d'ailleurs, et qui est très intégrée avec l'Europe centrale, avec l'Allemagne notamment, et qui ne veut pas entendre de rupture en Europe. C'est pour ça que la position anti-Europe de la Ligue, il faut la nuancer 40 fois. Et il y a un énorme clivage avec le sud du pays qui depuis l'unité italienne, c'est un très vieux problème, est beaucoup plus pauvre que le nord, et avec une composition sociale très différente. Donc il y a cette fracture-là en Italie. Et après, il n'y a pas quelque chose comme si on parle du bloc bourgeois, il a perdu massivement dans le sud, dans la partie pauvre du pays, dans lequel les 5 étoiles ont eu un succès énorme. Et même au nord du pays, si vous regardez Milan, si vous regardez Turin, si vous regardez même Rome, c'est pas le nord, c'est le centre du pays, etc. Donc il y a une fracture qu'on voit dans le résultat électoral entre les centres-villes qui votaient à gauche et les centres-villes où ça coûte cher de vivre, où les loyers sont chers, et les banlieues qui votaient soit 5 étoiles, soit à droite. Donc il y a à la fois une fracture nord-sud, des fractures qui traversent le nord et des fractures entre centre-ville et banlieues des grandes villes, mais il n'y a rien qui correspondrait à quelque chose comme en France, Paris, capitale, et province. Donc. Allez-y, oui. Je me posais la question, vous expliquez clairement qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de projet en fait, qui soit en opposition au bloc bourgeois, à part le fait d'être anti-bloc bourgeois. Mais est-ce que la question écologique n'est pas susceptible de porter cette alternative ? Mais ça, c'est une très bonne remarque. Hein. La tentative faite par la Fondation Nicolas Hulot et la CFDT il y a 2 semaines de faire une espèce de programme anti-Macron autour de l'écologie alliant syndicats et ONG correspond à ce projet. Alors, probablement, son contenu ne se démarque pas suffisamment du contenu qui est celui du bloc bourgeois sur la question salariale. Et donc, je
je ne pense pas que ça va fonctionner comme ça. Mais en tous les cas, ça indique une démarche positive pour reconstituer un bloc social. Hein. C'est-à-dire, au coup, le programme ou le projet idéologique d'une transition écologique socialement qui serait aussi porteuse de mutations qualitatives des modes de vie, des consommations et qui soit protectrice du point de vue social est quelque chose qui pourrait correspondre à un nouveau projet, qui ne soit pas réductible à celui de l'anti-bloc bourgeois qui est négatif, mais ni représentant uniquement l'héritage d'un conflit droite-gauche qui était centré essentiellement sur la question salariale. Ce qui est intéressant, pour faire référence par exemple au dernier ouvrage de David Harvey, c'est cette idée, il essaie de montrer à l'introduction qu'il y a une multiplicité de manières de s'opposer au capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme, on peut en être victime de multiples façons. Hein. La façon la plus évidente et centrale, c'est la question du rapport salarial, mais ce n'est pas le seul endroit. Hein. On peut aussi se retrouver objectivement dans une situation de conflit avec une grande entreprise sur des questions écologiques parce que votre environnement va être abîmé immédiatement. Alors ce sera plutôt les milieux populaires et souvent d'ailleurs un clivage de race qui superpose à ça dans les victimes aussi de l'écologie. Mais on peut avoir donc une série de dimensions à l'écologie et peut finalement configurer des conflits sociaux et donc des groupes sociaux qui se mettent en mouvement et porter des revendications qui sont sur des rapports qui peuvent être très forts et très antagonistes mais qui ne se résument pas aux questions du conflit capital-travail. C'est-à-dire, voilà, donc peut-être s'il y a une recomposition à penser, c'est peut-être autour de non seulement ce conflit-là, mais aussi d'autres conflits qui viennent s'y rajouter. Et là, Est-ce qu'on prend une dernière question? Non. Moi j'en aurais eu, mais je ne sais pas si je suis sur une. Il y a personne qui a des questions. Non, mais ce serait peut-être alors une petite question. Il reste 5 minutes, donc il n'y aura peut-être pas de réponse. Mais simplement sur la convergence possible ou l'alliance possible entre, disons, un mouvement climat ou les mouvements gilets jaunes, il m'a semblé que sociologiquement, il y avait, bon, vous l'avez dit, il y a un écart très grand entre ces deux mouvements. Et il me semble que l'écart, et ça rejoint un peu le propos élite, peuple, avec beaucoup de guillemets, l'écart il est aussi au niveau du capital académique et du capital culturel, enfin au sens vraiment de Bourdieu. C'est-à-dire que le mouvement qu'on trouve dans les marches climat, etc., peut-être a des intérêts objectifs à la reproduction, disons, des institutions académiques telles qu'elles existent, institutions académiques qui produisent en fait toute l'élite dont on a parlé depuis le début, il me semble. C'est-à-dire vraiment au sens très large, depuis les lycées jusqu'aux grandes écoles, aux écoles de commerce, etc. Alors qu'il me semble que, donc, même si on peut trouver dans les marches climat, disons, un bloc progressiste qui disons, serait fonctionnaire, etc., je ne sais pas, c'est une hypothèse, hein, peut-être qu'elle est ratée, mais j'ai l'impression que c'est un bloc social qui se retrouve, disons, dans cette reproduction des institutions académiques telles qu'elles existent, d'une façon ou d'une autre, disons. Alors qu'on a de l'autre côté, du côté des Gilets jaunes, vraiment des franges du corps social qui rejettent peut-être même totalement ces institutions-là. Et en réalité, je me demande si c'est pas peut-être quelque chose, enfin c'est une hypothèse, je ne sais pas si elle est complètement pris la plaque, mais peut-être quelque chose qui pourrait épaissir un peu l'analyse, parce que là on est toujours, on est uniquement en termes, on parle uniquement de socio-économique, et peut-être que voilà, si on rajoute les dimensions de champ académique, champ culturel, enfin les autres capitaux de Bourdieu, il y a vous voyez, la convergence est vraiment impossible en fait, puisque les intérêts sont vraiment divergents, alors qu'ils pourraient être compatibles, disons, sur les intérêts socio-économiques. Voilà. C'est une hypothèse de travail, vous avez 2 minutes. Est-ce que ça vous paraît pertinent de rajouter peut-être une dimension de ce type La dimension capitale culturelle. Voilà, bien sûr. Ouais. Bien sûr, ça joue. Ça joue dans la définition des groupes politiques. Il n'y a pas que la question du revenu, évidemment, il y a la question du diplôme, du capital culturel, etc. Maintenant,
sur ce que tu dis sur la distance entre les bases sociologiques et, en termes de dotation de capital culturel, entre des mouvements climat, gilets jaunes. Faut pas, ça en soi, ce n'est pas un obstacle. Justement, nous on parle d'un bloc social comme une alliance, parce que dans un bloc social, il peut y avoir des classes qui sont sociologiquement, au niveau de la formation, au niveau de la position économique, très éloignées. Je veux dire, vous regardez qui votait à gauche il y a 35 ans, ce n'était pas les classes populaires qui votaient à gauche. C'était une fraction des classes populaires, une fraction des classes moyennes, et même une fraction des classes hautes en termes de revenus et de capital culturel. Et pareil, l'alliance de droite, c'était une alliance interclasse. Donc en soi, le fait qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait de la distance, c'est normal. Je veux dire, quand on essaie de créer un bloc social, soit on fait du corporatisme pur, on prend des gens qui partagent exactement les mêmes intérêts, et on fait un truc qui évidemment n'a aucune ambition hégémonique, soit si on veut construire un bloc social, c'est normal qu'il y ait des groupes distants entre eux. La vraie difficulté, ce n'est pas la distance, c'est que cette distance alimente des fractures qui sont des fractures impulsées par une hégémonie qui est l'hégémonie du bloc bourgeois aujourd'hui et qui est tendanciellement, je pense, une hégémonie de droite, qui fait obstacle à la construction d'une alliance de gauche, qui fait obstacle au fait que ces mouvements sociologiquement éloignés puissent se retrouver dans un projet commun. Et la distance, disons, entre guillemets, objective, en soi, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est est-ce qu'il y a un terrain idéologique favorable à construire un projet dans lequel ces milliers qui sont très éloignés puissent se reconnaître simultanément. La condition aujourd'hui est très compliquée de ce point de vue-là, parce que c'est une condition idéologiquement absolument défavorable et qui accentue les distances et qui fait obstacle à l'émergence des projets unificateurs. Mais la distance en soi, c'est pas un problème. Oui, la question c'est si la distance est trop grande, enfin au point de... Mais je crois pas. Objectivement, trop grand, en politique, ça veut rien dire. Peut-être très vite pour rebondir là-dessus, il me semble que c'est très vrai ce que tu dis aux États-Unis, ça a été vécu par un choc par beaucoup au moment de l'élection de Trump. Les gens se sont rendus compte que pour toute une partie des couches populaires, la distance culturelle était plus importante que la distance économique. Autrement dit, pour un camionneur, par exemple, c'était plus facile d'imaginer son fils qui devienne milliardaire ou sa fille qui devienne milliardaire, qui devienne critique d'art dans le New Yorker, quoi. Et que du coup, il y avait cette espèce d'incommunicabilité des mondes qui pouvaient exister. Mais moi, je suis assez d'accord avec Stéphano, je ne pense pas que ça soit vraiment irréconciliable. Ce qui est décisif, c'est la constitution des alliances. Et qu'est-ce qui constitue des alliances? C'est des conflits. C'est pour ça qu'une des manières catastrophiques de traiter l'écologie, c'est de dire que nous sommes tous responsables et qu'il faut tous résoudre ensemble le problème. Pourquoi? Parce que c'est dépolitisant, ça ne crée pas de la mobilisation. À l'inverse, créer des conflits, des conflits idéologiques et des conflits d'intérêts autour de la transition écologique, des scénarios qui vont être mis en œuvre, c'est le moyen de constituer des alliances et donc de mettre en mouvement des groupes. Et je pense que cette idée elle est vraiment très importante et plus que celle des distances qui sont relatives au mouvement qui peut avoir lieu. On arrête. Donc, il est l'heure de rendre l'antenne. Je voudrais encore vous remercier à tous d'être venus, si nombreux, je peux le dire. Merci à nos invités de nous avoir offert un débat de si haute volée. Et puis merci aussi, encore une fois, à Forum et à MIES qui ont organisé cette discussion, qui nous ont aidés à la préparer, qui en ont fait la promotion. Alors, deux petites choses encore avant de vous quitter. Il va y avoir d'autres événements, en tout cas un autre événement a priori, qui est dans les tuyaux. C'est ce qui se dit, qui va être organisé par la MIES et Forum dans les prochains mois, les 2 prochains mois. On ne va pas révéler le nom des invités, mais ce sont des grosses pointures. C'est pourrait qu'on fasse de l'ombre à l'octogone de Bouba et Karim, je ne sais pas si ça tombera en même temps, mais... et puis par ailleurs, la soirée se prolonge pour ceux qui veulent, pas très loin, dans un bar. Donc on a essayé de trouver un bar pas trop cher dans le quartier, c'était pas facile. Bon, en tout cas, il est pas très loin. Il est à 200 mètres. C'est le Fleur Bleue, rue Fleurus. Donc vous sortez, c'est première à droite, dans une petite rue. Voilà.
pour ceux qui veulent poursuivre la soirée, pour parler de Gilets jaunes ou d'autres.